Bien, alors donc, première équipe, équipe Paris Centre, 116 du temps, à Paris. Donc, il y a Marie-Pièce, il y a Sylvie Chenivet, Cal, Laurence, même, présentez-vous. Ça y est, c'est fait. On va les faire peut-être. D'accord. Bien, allez, toi le départ. Alors, nous allons vous présenter notre équipe. Déjà, il y a la particularité d'être composée de professionnels transversaux qui partagent leur temps entre l'équipe mobile et une autre unité fonctionnelle du pôle, ce qui facilite nettement les accordages avec les différents intervenants autour d'un même patient et notre visibilité aussi sur le pôle. Nous sommes 9 et seuls 2 infirmiers sont présents à temps plein sur l'équipe mobile. Alors, ces 2 infirmiers-là sont les piliers de l'équipe mobile. David et Julia qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui sont vraiment les mascottes. Il y a en plus 2 infirmières transversales travaillant chacune dans l'ordre des CMP de notre pôle, Laurence et Valérie, et notre cadre Sylvie, c'est un travail remarquable. On a une secrétaire, Kelly, qui est là aussi sur un temps partiel, une psychologue Marion et 2 psychiatres, Marie-Laisse et moi-même. Comme toute équipe mobile, nous sommes confrontés à la nécessité d'accordage non seulement entre nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours facile, mais aussi avec le patient, qui n'est pas toujours en accord avec les soins, et aussi avec l'ensemble de son tissu médico-social. Accordage d'autant plus délicat que nous sommes par principe d'accord pour ne pas... Nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord. Nous avons choisi de définir notre mission de la façon la plus large possible. L'accompagnement d'un patient et de son réseau, de la demande, d'où qu'elle est bien élevée, nous semble adapté pour nous, jusqu'à un volet qui soit médical, social ou familial. Le reste du travail de notre cadre de travail n'est pas défini. Quels sont les objectifs des soins, comment les attendre, quels professionnels du secteur de la pandémie qui devons nous impliquer dans notre patient. Nous n'avons pas de réponse a priori et chaque prise en charge est co-élaborée avec le patient, son réseau social et les professionnels qui nous sont. Et à chaque instant de la prise en charge. Cela implique, étant donné le portrait d'aller chercher et de recueillir la parole de chacun, tant auprès des patients et de leur entourage que des professionnels médico-sociaux qui entourent le patient, de permettre à chacun d'exprimer sa perception de la situation, ses attentes, ses objectifs de la façon dont il pense parvenir par l'issue favorable, mais surtout de créer des occasions pour que ces différents discours puissent se rencontrer et que chacun d'entre eux puisse impacter les autres sans l'exigence de l'émergence d'un consensus. De faire en sorte que chaque voix compte, que chaque idée soit exploitée et que les ressources disponibles en chacun des intervenants soient utilisées. Loin du fantasme d'une composition symphonique qui ferait de nous un chef d'orchestre, notre objectif est de créer le climat qui permette à chacun de partager son regard et d'entendre celui des autres afin qu'il puisse mettre de façon optimale son élan et sa créativité au service de la situation. Et donc, nous allons vous présenter sur le pôle Paris Centre qui regroupe les 4 premiers arrondissements de Paris, une équipe dédiée aux soins intensifs à domicile a vu le jour en 2006. L'équipe très dédiée, disponible en journée, multiplie les expériences afin d'intervenir en amont, le plus possible en amont des situations complexes, tant autant de nos collègues du pôle pris dans un phase clinique que des partenaires des SAI, de la pédopsychiatrie, de la gériatrie, des foyers médico-sociaux, EHPAD, services sociaux, etc. Nous essayons aussi d'entendre des demandes qui n'auraient pas encore trouvé comment s'instituer en restant au plus proche de ce qui se passe, se développe, se bloque, ou s'écroule du tissu social. Nous nous rendrons au plus vite auprès des familles, des équipes de soins qui nous sollicitent. Notre participation aux différents stades du service, aux réunions organisées par les services sociaux de la mairie, tout cela permet une première analyse du contexte et des modalités d'intervention avec nos collègues, avec l'entourage. Nous créons ainsi des micro-équipes conjointes pour rencontrer les personnes et relancer des idées d'un moment de vie où quelque chose s'est figé, un effondrement, des compensations, des liens relationnels familiaux. L'équipe construit de nouvelles représentations avec les patients et leur entourage. L'effet de contenance de cette pensée à plusieurs, de cette ouverture avec tous les acteurs,
est notamment la conséquence de notre présence effective de la première évaluation au passage de relais pour lequel nous prenons le temps nécessaire. La fluctuation de cette présence, intensive, puis plus discrète, qui s'efface ou parfois se renforce, écrit une musique où l'improvisation se mêle à des variations classiques de la psychiatrie, comme des créations très contemporaines, minimalistes ou lyriques. Nous allons vous présenter la situation de Madame D, pour laquelle nous avons reçu un signalement du service de pédopsychiatrie de notre secteur fin septembre 2017. Il s'inquiétait de l'état de santé de la maman de Julie, une petite fille de 10 ans, souffre depuis plusieurs années. Il nous raconte brièvement le contexte. Madame D souffre d'un trouble bipolaire, mais elle est en rupture de suivi et de traitement depuis environ 1 an. Elle vit seule avec sa fille, elle est veuve. Elle a de grandes difficultés financières, elle travaille dans un cabinet de recrutement, mais est en arrêt depuis plusieurs mois. Elle s'alcoolise de plus en plus le soir, ne dort plus et présente un état mixte avec des affects dépressifs, des moments d'excitation et des désorganisations fluctuantes. L'équipe de pédopsie lui a déjà proposé une hospitalisation car elle refuse. Cela entraînerait le placement de sa fille qui a effectivement déjà été évoquée. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Très vite, c'est pas les plus forts, on va pas grand-chose. C'est vrai que j'ai pas fait l'évoquer. Je sais. Très vite, nous constatons que l'alliance thérapeutique est trop fragile. Madame B, bien que questionnant les conséquences de son état psychique sur sa fille, est réticente, méfiante, ne veut pas que nous prenions contact avec les autres intervenants. Refuse l'initiation d'un traitement. Le rangement de l'appartement est impossible. Les alcoolisations restent très fréquentes, elles se montrent très douloureuses et angoissées, subdélirantes par moments sur des questions somatiques. Et ces troubles du comportement continuent d'inquiéter les services sociaux qui nous interpellent à plusieurs reprises. Inquiète pour Julie. Au cours de l'une de nos visites, elle partage des idées suicidaires et une angoisse massive. Nous lui proposons d'accompagner au CAP, une unité de notre service, en vue d'une hospitalisation, ce qu'elle accepte après une longue négociation. Le lieu s'avère rapidement ne pas être suffisamment contenant, elle ne parvient pas à s'y poser. Dans la menace de son départ et l'inquiétude que nous suscite son état, nous décidons avec les soignants du CAP d'appeler pompiers, police pour qu'elle soit hospitalisée sur notre secteur. Les premières semaines d'hospitalisation sont difficiles. Madame B ne comprend pas ce qu'elle fait là. Elle lit ses consommations d'alcool et ses jours. Et puis elle nie avoir des difficultés, y compris avec sa fille. Paradoxalement, il n'est pas si difficile de la garder à l'hôpital ou elle est en soins libres. Peut-être du fait de son isolement et de son soulagement implicite à cette décision médicale. Au cours de cette hospitalisation, plusieurs décisions majeures sont prises pour elle et sa fille. Une OPP est prononcée pour Julie. Et l'audience, à laquelle Madame B n'a pas pu se présenter du fait d'une incompréhension avec son avocate, aboutit à des décisions extrêmes. Elle n'aura le droit de voir sa fille placée dans un foyer de l'ASE qu'1 heure par semaine et avec un médiateur. La prise de conscience est brutale et modifie radicalement la position de Madame B par rapport aux soins. Elle a un combat à mener et elle a besoin de soutien et d'alliés, elle le sait. Elle se montre très touchée par une réunion en cours d'hospitalisation qui rassemble la référente ASE, la pédopsychiatrie et notre équipe, tous lui montrant par leur présence même leur implication auprès de sa fille. Et d'elle, auprès d'elle et de sa fille. Elle accepte ensuite les soins et y participe activement. Des permissions sont alors mises en place et alors qu'elle exprimait initialement une grande colère à l'encontre de notre équipe à l'origine de son hospitalisation, le lien se recrée rapidement et spontanément. Utilisant le CAP dont nous partageons les locaux pour gérer des moments d'angoisse au cours de ces permissions, elle prend d'abord soin de toujours passer nous dire bonjour, puis de rester discuter, pour enfin partager son désir d'être soutenue par notre équipe d'une façon plus formelle. Tous les soins existants n'auraient pas pu suffire, elle a rassuré parfaitement, elle prenait tout. À son retour à domicile, l'objectif pour Madame B est de préparer le retour de sa fille dans de bonnes conditions d'accueil. Elle pointe comme principaux obstacles le rangement de son appartement
et la nécessité de régularisation de ces situations administratives. Pour la soutenir dans ce projet, nous lui proposons des rencontres bi-hebdomadaires à son domicile afin d'initier avec elle ce mouvement. Parallèlement, nous avons sollicité une structure rattachée à notre centre de jour, l'orchestre, ayant pour mission d'effectuer de menus travaux au domicile des patients. Ainsi, par le biais de nos actions conjuguées, des tris de papier administratifs ont pu être réalisés, ainsi qu'une remise en état des installations vétustes et laissées à l'abandon. Ces modifications du cadre de vie de Madame B ont redynamisé son mode de fonctionnement, allant jusqu'à lui permettre de faire appel par ses propres moyens à des aides extérieures afin de finaliser les derniers rangements. Par ce travail concret, nous sommes parvenus avec elle à comprendre ce qui l'empêchait de modifier des éléments simples de son quotidien, qu'elle savait pourtant indispensable pour assurer un cadre de vie confortable à sa fille et à elle-même. La peur de ne pas être à la hauteur dans l'éducation de sa fille, la peur de redécompenser et de faillir à nouveau, la peur de l'échec. Une appréhension palpable, figeant la situation et lui faisant douter de plus en plus de ses qualités de mère. Elle a pu retrouver une certaine confiance en elle. Nous avons pu l'accompagner à sa sortie de l'hôpital dans la gestion de sa relation aux services sociaux. Elle les percevait au départ comme malveillante et disqualifiante, puis a pu peu à peu leur faire confiance, ce qui a évidemment permis d'assouplir les perceptions des services sociaux à son encontre et d'atténuer leurs craintes. De leur côté à eux, n'ayant eu que très peu de contact avec elle, ils avaient une vision majorée de ses troubles et ils ne percevaient pas ses ressources et ses capacités de changement. Les échanges avec eux, discussions et réunions ont permis de leur donner une vision plus optimiste de la situation et le cadre de placement a pu être réévalué au plus juste. Madame B est convoquée au tribunal de grande instance par le juge des affaires familiales quelques semaines après sa sortie d'hospitalisation. Les modalités du placement de sa fille au foyer vont être revues ou pas. Divers enjeux la fragilisent émotionnellement. Malgré la fin prise en charge par l'équipe mobile et le service CMD organisé, elle nous contacte d'elle-même afin de nous demander un accompagnement à l'urgence. La relation de confiance est toujours très grande avec les soignants de notre équipe. Mais en tant que professionnel inscrit pour cette prise en charge par le biais de la transversalité, travaillant à la fois sur l'équipe mobile et le CMD, je constate que l'ancrage au CMD est un consolidé. Elle vient au CMD dans le cadre de ses consultations bimensuelles avec son psychiatre et je la retrouve à cette occasion. Mais elle n'est pas demandeuse d'un suivi infirmier pour l'instant. Je suis donc pressentie pour discuter et organiser cet accompagnement à l'audience afin de la soutenir dans ce moment clé et de permettre progressivement un bien volet de la prise en charge vers le CMD. Le jour de l'audience, Madame B est loin d'être soutenue. Elle parvient à dépasser cela en faisant part d'une grande complicité face à la juge. J'observe durant cette matinée son inquiétude et puis sa capacité à parler clairement du chemin parcouru, des efforts et de son adhésion aux soins. À l'issue de l'audience, le retour de sa fille au domicile est envisagé dans les 3 mois à venir, avec des séjours progressifs et croissants, organisés par l'ASE. Une autre étape s'annonce. Ce verdict est inattendu et inespéré. Il déstabilise Madame B, l'inquiète de ne pas être à la hauteur. Mais dès le lendemain, et à sa demande, des moments de rencontre sont organisés dans le cadre du CMD. Elle nous demande un soutien. Quelque chose a changé dans sa perception de la fonction du CMD. Elle n'hésite plus à téléphoner à ses infirmières référentes dont je suis pour leur faire des retours médicalement avec sa fille. À noter que quelques jours après l'audience et après avoir retrouvé sa fille pendant un week-end, elle est repassée dans le bureau de l'équipe mobile, non pas en demande d'aide, mais pour nous remercier d'avoir été à ses côtés, comme on en voit plein de gratitude. En complément des consultations de son psychiatre, nous sommes un groupe de infirmiers différents et nous nous rencontrons tous les 15 jours. Cette situation nous a paru assez caractéristique de la nécessité d'accordage et nous a obligés à être en lien avec plusieurs unités du pôle, une autre unité de psychiatrie et des services sociaux. Le lien avec chacun ayant sa particularité. Elle souligne le changement de paradigme sans nécessairement de changement de structure. De pouvoir utiliser toutes les instances, tous les outils au mieux et en cohérence. Elle met aussi en exergue l'intérêt du travail interstitiel qui, à Probon, a un impact sur le symptôme et permet d'entraîner un changement de fond progressivement.
Allez, parce qu'il y a plein de choses à... Alors, je vous passe la parole, j'ai pas envie de squatter. Il y a Jean-Luc Roland hier qui disait il faut que les interventions répondent à 3 ou 4 questions. Donc 3 ou 4 questions dans la salle, et soyez pertinents dans vos questions, n'hésitez pas à les provoquer un peu. Parce qu'on a tendance à présenter toujours une belle image. Hein. Moi-même, si vous venez dans mon service, c'est pas du tout comme ce que je vous ai raconté hier. Alors moi j'ai une question pratico-pratique. Hein. Vous parlez du rangement de l'appartement des dames. Qui fait quoi? On est allé pendant 2 fois par semaine à son domicile, au binôme, en discutant avec elle de quelles sont les priorités, par quoi il faut commencer, et en faisant avec tout le monde. On s'est rendu compte que c'était plus la priorité au tout départ. Oui, bien sûr, c'est bien. L'orchestre, c'est une équipe, c'est quoi? L'orchestre, c'est une équipe qui est à l'hôpital de jour. C'est plusieurs soignants. Ils interviennent au moins par jour, parfois plus, au domicile des personnes qui ont parfois de menus travaux à faire. Après une discussion avec la préthérapeute, le psychomote, les soignants des bricoleurs. Pas plus fort, Emmanuel. Quand elle a été hospitalisée, vous avez continué à la suivre, c'est ça? On l'a vu pendant ses permissions. D'accord, et on a continué à être présent dans toutes les réunions qui se passaient, mettre en lien les différents partenaires de la saison chargée, enfin en permanence. Donc les gens de l'intra-hospitalier. On peut poser des questions pour aucun? Oui. Question. Donc vous avez une partie de l'équipe qui est affectée avec mobile, l'autre qui est transversale. Au fond, pourquoi vous n'avez pas les 2 infirmiers qui sont en plein? Pourquoi ils ne sont pas sur le CFB? Non mais vous êtes dans une articulation, mais je trouve ça très intéressant dans le fonctionnement. La question que je suppose que si vous ne les avez pas mis sur le CMP du genre, on a un CMP avec plus de capacité, d'intervention. On parlait hier de la question des CMP qui sont immobilisés par la demande qui vient jusqu'à eux. Qu'est-ce qui fait que finalement c'est mieux comme ça que si effectivement vous aviez affecté ces 2 temps pleins sur le CMP en redonnant le CMP dans l'objectif de réduire le CMP de la mobilité? Les 2 infirmiers qui sont à temps plein permettent vraiment la continuité des services, qui est au moins quelques personnes qui puissent assurer la continuité. Il y a déjà tous les autres qui sont en transversalité et qui font justement le lien avec les CMP et les autres structures. Mais par ailleurs, les CMP continuent de bouger, d'aller ici, simplement, c'est pas la même temporalité. Par rapport à ce qu'on disait hier, ce que je souligner comme différence, c'est la discontinuité. C'est-à-dire que l'automobile, elle intervient dans des moments particuliers et pas sur un long fil. C'est pour ça que ça continue d'avoir éventuellement un impact. Alors que si on était en permanence là, au bout d'un moment, on sait bien que c'est une petite minute. Donc c'est pour ça que ça se différencie du CMP. Mais il y a plein d'infirmiers du CMP qui bougent et avec qui on bouge aussi, on fait du binôme. Et justement, on se rend compte que la dynamique de l'équipe mobile permet la mobilité et que rapidement un soignant qui est investi par le CMP et qui l'investit est aspiré par la dynamique de la structure aussi et a plus de mal à se déplacer. Donc du coup, si on est un peu dans un lieu et un peu dans un autre, on fait circuler tout ça et on arrive à rester dans ce mouvement-là qu'on s'autorise moins d'ailleurs. Il y a une idée de faire des liens sur les prises en charge, avec le cas du on peut faire des retours aussi sur le CMP. Donc l'idée du lien vraiment sur les retours assez rapides sur le CMP, sur certains patients. Ça répond mieux à partie. Après, tu es infirmière à la fois sur l'équipe mobile et sur le CMP. Tu es amené à suivre la vie de la dame sur les 2 toi tu t'y retrouves. Alors c'est une bonne question. Qu'est-ce qui change? Moi je travaille à 60%, enfin on travaille à 60% Sur le CMP et 40%. sur l'équipe mobile. On a des choses fixes sur l'équipe mobile.
c'est à double tranchant. Des fois, c'est très compliqué parce qu'un patient qu'on connaît sur le CMP, ça peut être aidant de pouvoir, quand il y a des terminales, quelque chose, il y a besoin d'une prise en charge un peu plus serrée, de pouvoir accepter. Parce que je suis référente de cette personne. Personnellement, des fois, c'est très compliqué. Si, c'est pour ça que nos deux collègues, quand on fixe, c'est quand même pas mal. Ça nous permet, nous, quand on sent que c'est un peu compliqué, la patiente du CLP, de se mettre un peu en recul, on est assez nombreux, pas avoir trop à la rencontrer à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça nous amène des grandes discussions quand même, des moments, grandement on n'est pas toujours d'accord, ça toujours évident, mais on y arrive. Mais c'est pas toujours plus facile. Des fois, j'ai ma casquette qui s'en mêle. Sylvie, Marie-Lise et Adrienne, vous êtes uniquement sur l'équipe mobile? Non, on est personne ici. Il n'y a que Julien et David qui sont. Il n'y a que Julien et David. Et vous, donc, vous êtes transversaux sur quelle unité? CMP aussi. Le CMP aussi. CMP moins. Les deux en CMP sont différents. Il y a deux CMP. Il y a deux CMP, d'accord. Dans ce tunnel et le cas aussi, il y a rien, ça fait plus ils sont parfaits. Alors ça, pour moi, c'est juste un point essentiel, c'est-à-dire, effectivement, chaque équipe mobile, je pense à son bricolage, pour être un connecteur. Hein. Vous avez dit, on n'a pas un rôle de chef d'orchestre, et ça, je redoute, moi, ça, parce que quand je suis arrivé dans le service de Bayo, l'unité mobile d'accueil et de crise, là, était considérée comme le parangon de l'équipe, le chef d'orchestre, en fait, de l'ensemble de l'équipe, avec une espèce de mégalomanie qui retentissait sur les autres, en particulier sur les infirmiers de l'INPA, comme étant une sous-espèce infirmière. Donc je pense qu'il faut vraiment que ces équipes mobiles soient des connecteurs et non pas des chefs d'orchestre. Mais c'est très compliqué de connecter, en particulier en matière de transfert, parce que le transfert dans des moments aigus, comme ça, ou dans des moments de crise, est massif. Et donc après, il va falloir passer la main. C'est toute la difficulté là, c'est ces interventions ciblées et limitées dans le temps. Et ensuite, il va falloir faire des passages. Alors pour ça, je pense que c'est important qu'il y ait, voilà, binôme. Le binôme qui change. Ou qui ne change pas, c'est-à-dire que ça dépend de chaque situation. Il y a des situations pour lesquelles on garde le même binôme du début à la fin. Il y a des situations pour lesquelles on change et on se réadapte à chaque fois. C'est-à-dire par moment, sur une grande période, c'est la même personne quand on sent qu'il y a un truc à faire justement avec le transfert. Et à un moment, le soignant sent, et d'ailleurs dans cette situation, David a décrit que ça sentait qu'il était un peu pris dedans. Et quelqu'un d'autre immédiatement se remet dans la prise en charge et amène un dynamisme. C'est ce qu'a dit la collègue hier concernant les adolescents, là, avec ces binômes qui. P1, P2, P2, P3, P3, P4. Mais c'était systématique. Voilà, c'est du cas par cas. Bien. Ben, écoutez, merci beaucoup de cette présentation. Et j'appelle à la barre. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc Sébastien Loriot, équipe mobile de la région, de Sounélo, de Beson, en Belgique. Donc qui est Sébastien? Sébastien. Jean-Marc, voilà, et David. Et il manque Christelle. Elle en a d'autres. D'accord. Alors, bonne nouvelle. Donc, notre équipe mobile, enfin nos équipes mobiles, ça s'appelle Résonance. Voilà, ça s'adresse à toute personne à partir de 16 ans. Donc, un accompagnement thérapeutique personnalisé, gratuit dans le milieu de vie, en collaboration avec les proches, la famille. Rien de très particulier, on va dire. La personne fait appel à nous, elle garde son réseau de soins si elle le désire, son médecin, son psychiatre, son psychologue. On a deux équipes, l'équipe 2A, 2B. Le 2A
Plus pour la crise. Le 2B, plus haut, plus fort, d'accord. Le 2B, c'est pour les difficultés psychiques récurrentes dans des contextes de vie complexes. Donc on va viser en tout cas à mettre en lien la personne avec ses besoins et ses ressources. Il y a un soutien dans l'investissement et l'accessibilité aux soins. On essaie de favoriser la création et l'utilisation d'un réseau. C'est un accompagnement qui est limité dans le temps et qui est renouvelable. Et puis une chose à laquelle on tient, c'est qu'il y a un partenariat avec des experts du domaine du logement, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle et du culturel. Ils font partie vraiment de l'équipe mobile. Alors, au niveau de la géographie, c'est en Belgique francophone, un milieu semi-rural, population de 400 000 habitants avec une équipe donc pluridisciplinaire. Le public concerné, toute personne avec une problématique de psychiatrie ou de santé mentale, à l'exclusion du double diagnostic, et on ne fait pas de cure de désintoxication physique, par exemple à l'alcool au domicile. Alors les principes de libre choix, où l'usager garde son réseau, je vous l'ai dit, il peut aussi décider de mettre fin à son suivi dès qu'il le souhaite. Le principe de concertation, donc il y a la possibilité, ce n'est pas une obligation, d'organiser des concertations entre l'usager et les personnes importantes pour lui, qu'il s'agisse de sa famille, du réseau professionnel, les amis, etc., etc. Et donc c'est lui qui va un peu décider quels sont les points qui vont être abordés. Et l'objectif, c'est un peu de dire, tiens, qui fait quoi. Alors, au niveau de nos références, psychanalyse, donc la logique du cas unique et le travail pas à pas. Et puis, un peu la philosophie d'Andrea Pirlo, joueur de la Juventus, être efficace en faisant le moins possible. Alors, on est là pour essayer de favoriser l'autonomie, et donc j'ai pris une formule de notre ancien psychiatre qui nous disait toujours qu'on n'était pas là pour donner la panade. On parle d'accompagnement plutôt que de prise en charge. On essaie de favoriser les mélanges d'un sujet de soin et non d'un objet de soin. Et puis on est attentif aux ordres relationnels qui nous viendraient un peu les commandes entre guillemets du réseau, qui nous diraient un peu de manière sous-entendue comment on doit prendre en charge le patient. Donc on essaie d'analyser ça et de voir un peu quel sens ça a et est-ce qu'on n'est pas là finalement pour ne rien changer. Au niveau du fonctionnement, bon, je dirais, c'est classique, hein, au téléphone, il y a un contact, traitement médical, la phase exploratoire, on voit un peu ce qu'on va y faire, une réunion clinique, le suivi en tant que tel, des concertations éventuelles, on clôture le suivi, et puis on fait un entretien, ce qu'on appelle le post-suivi. Donc, le suivi, on a la particularité, c'est un peu notre particularité, on fait des suivis de 3 mois, et puis on fait un mois de pause. On fait un bilan et on voit qu'est-ce qu'on fait par la suite. On peut reprendre une séquence, c'est pas obligé. Donc, alors au départ, on était un peu dans Superman, c'est-à-dire on avait une grande file active, donc beaucoup de patients à voir, on était tous hyper enthousiastes, une motivation développée. Et notre modèle était basé sur ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire les suivis de type assertif, c'est quelques mois à autant qu'il faut. Mais très vite, quelques soucis, c'est les files d'attente, aux courtes d'équipe mobile. Et puis surtout, ça on l'a ressenti en équipe, c'est qu'il y avait une perte de motivation petit à petit qui est arrivée chez nous, c'est-à-dire que on voulait faire des bons suivis, des beaux suivis, et puis les rendez-vous devenaient très irréguliers de par toutes les demandes qu'on devait gérer. Et finalement, on allait chez les gens, hein, on ne savait plus trop pourquoi on y était, et on allait voir cette jet de café, donc on ne savait plus trop vraiment pourquoi on allait. On se pose plus de questions. Et donc on a décidé de passer MacGyver, c'est-à-dire on va faire avec les moyens du bord dans des temps plus courts. On va mobiliser davantage notre qualité de présence. Donc pour ça, on a suivi des ateliers d'empathie corporelle. Ça, je vais expliquer un peu dans les questions-réponses ce que c'est, mais en tout cas, on a fait un travail plus centré sur nos émotions et sur notre qualité de présence. Alors, qu'est-ce qu'on a été amené à faire? Ça va peut-être aussi avoir des ambitions qui étaient plus mesurées. On a aussi pris conscience, même si on l'avait eu, que le temps était chaotique et qu'on n'était pas là pour se substituer au réseau.
pas là pour combler tous les trous qu'il y avait dans le réseau, mais au contraire, on était là pour faire en sorte que le réseau puisse s'étoffer et que nous, on puisse jouer plutôt un rôle de silicone entre les différents membres du réseau. Et donc, il y a vraiment la notion d'une début de séquence et d'une fin de séquence, des séquences qui peuvent se répéter dans le temps, la notion d'un bilan en fin de séquence avec un renouvellement éventuel. Et donc, ça c'est annoncé d'emblée au patient. Et donc, finalement, on lui offre la possibilité de se mobiliser davantage dans un intervalle de temps qui sera réduit avec des interventions à un mouvement. C'est aussi quelque chose qui permet de marquer la présence et l'absence entre les séquences, de ne pas être là tout le temps, puisque le patient, ben voilà, il n'y a pas que nous, il y a aussi le réseau qui est là. Et l'idée, c'est vraiment de faire exister le lien en dehors de la présence. C'est pas si facile que ça, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, le patient, déjà, si on termine les entretiens en faisant ce qu'on appelle des mises en tension, c'est-à-dire si on met au travail, entre les séances, entre les visites à domicile, il va être au travail. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre les séquences elles-mêmes, le patient était au travail. Il continuait à être au travail. Et quand il ne l'est pas, c'est tout aussi intéressant de discuter de ça. Et donc vraiment, c'était de remettre un peu ce truc des 3 mois, remettre du sens sur l'accompagnement, ne pas s'essouffler. Quelque chose d'assez important, on se faisait la réflexion hier dans l'équipe, à moins que je me trompe, il n'y a pas encore de cas de burn-out. Il n'y a pas de turnover dans l'équipe, les gens sont bien en place et ont l'air d'être plus ou moins épanouis dans leur travail. Donc ce que vous disiez hier, ça nous a confortés. Donc on fait confiance aux ressources de l'usager et on essaie de renforcer l'engagement de chacun. Alors actuellement, c'est toujours le cas, c'est celui des séquences de 3 mois, mais on devient un peu plus souple. Et plus souple avec toujours une préservation de notre capacité à penser. Par exemple, pendant qu'on peut organiser des rencontres mensuelles pour un peu redynamiser les suivis, relancer des choses. On peut aussi, dans le cas de certaines psychoses, essayer de partir d'emblée avec 6 mois, en disant qu'il y a une phase d'apprivoisement qui va être élémentaire à poser et qui demanderait quand même plus de temps. On utilise un peu plus le téléphone aussi, bien après être passé de quelque chose de très mou à quelque chose de très dur, on essaie de s'assouplir un petit peu. Alors une vignette clinique, je sais pas de temps. Non, mais C'est d'analyse. Je peux parler de Sylvie, une dame de 43 ans. Cindy. Ah, c'est bon. Cindy. J'ai changé de prénom. Qui vit. Elle vit avec sa maman. Son mari est incarcéré. Elle a un fils avec des troubles autistiques qui vit en internat. Elle a des antécédents de toxicomanie, abus sexuels durant l'enfance, de violence conjugale. Elle n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie. Elle a rencontré un psychiatre à quelques occasions. Elle a beaucoup de problèmes somatiques, des cervicalgies, d'orsalgie, des problèmes gynéco, enfin un peu de tout. Tabagisme actif et cannabis. Je l'ai mis parce que pour nous, c'est chaque fois une plongée dans les volutes. Qu'elle dit ne pas avoir fumé, mais bon. Elle est décrite comme ayant une personnalité instable avec des troubles de l'humeur. Et donc la demande de l'équipe de crise était qu'on poursuive un peu ce qu'ils avaient mis en place et qu'éventuellement on puisse mettre à jour d'autres besoins. Alors la séquence 1, donc de 3 mois, on s'est dit, bon, il va falloir d'abord établir un lien de confiance et exister. À savoir que c'est une femme, quand on la rencontre, elle est fuyante, elle est logoréique, vous ne savez pas en placer une, elle ne vous regarde jamais, c'est comme si on était tout à fait inexistant. C'est quand même la seule patiente qui a réussi à me faire dormir chez elle. Je me suis endormi en plein entretien. Et donc voilà, bon, ça m'a bien questionné quand même. Et elle s'en est rendu compte. Alors elle avait remarqué beaucoup de clivage entre les intervenants, il y avait toujours les bons et les mauvais dans l'équipe. On avait beaucoup de portes closes, de rendez-vous annulés. Et donc, au fur et à mesure des contacts et à force de persévérance, le contact a été de plus en plus possible, avec des défenses un peu plus souples. Et donc, on a réussi à aller avec elle à un rendez-vous à l'internat, parce qu'il y avait des problèmes avec son gamin. Il y avait des questions de papier, elle avait sa mutuelle qui n'était pas en ordre, et donc, comme elle avait beaucoup de problèmes somatiques, c'était un préalable.
elle a des problématiques de logement, où elle veut changer de logement parce qu'elle habite un quartier pas très fréquentable et elle s'en plaint. C'est aussi la place d'aide familiale au domicile. Et donc un mois après, qu'est-ce qu'on fait notre bilan, et là on la voit toujours aussi agitée, consommation de cannabis complètement éparpillée, et là elle évoque son fils. Et là on ressent vraiment une tristesse intense chez elle, et elle dit qu'elle se sent rejetée par lui. Et donc elle commence à associer avec des souvenirs d'enfance, en disant voilà, quand j'étais petite, je n'existais pas, j'étais seule. Et c'est une des premières fois où elle s'est un peu ouverte, où on a senti vraiment le contact de ses émotions. Elle amène aussi un rêve qu'elle fait de manière récurrente, à savoir qu'elle est avec sa sœur et sa mère, et il y a son mari qui arrive déguisé en diable, ça ne s'invente pas, diable rouge, et qui lui enlève son enfant de 6 ans, mais qui est bébé à ce moment-là. Et donc, on a pu essayer de creuser avec elle le sens que ça avait, et elle se posait la question d'être peut-être une bonne mère, ou une mère même tout court. Et donc, on lui a proposé une nouvelle séquence. Et là, on a travaillé 3 axes principaux avec elle. Étoffer son réseau, notamment pouvoir aller, il y a un centre qui s'occupe de dépendance, et elle avait une fois noué contact avec une éducatrice avec qui ça s'était bien passé, et donc elle a émis l'idée de peut-être aller de temps en temps y poser. C'est aussi renouer avec son corps et vraiment exister, c'est-à-dire reprendre soin d'elle au niveau physique et essayer de s'intéresser à ses bobos. Et puis, c'était vraiment affirmer son désir de reprendre son fils à la maison plus souvent, puisqu'elle ne l'avait qu'un week-end sur 2. Et donc, à la séquence 2, on l'a sentie beaucoup moins agitée, beaucoup plus dans la relation. Elle utilise le téléphone quand elle ne peut pas être présente pour nous avertir, beaucoup plus accueillante, elle a plus de recours à l'humour, moins de défense. Elle a renoué les liens avec l'éducatrice, elle a consulté des médecins et a même suivi une opération chirurgicale. Elle accueille de nouveau son fils chaque week-end en accord avec le réseau de son fils. Alors ça se passe entre les deux, bien. Elle nous contacte un peu plus souvent par téléphone. Et puis on a refait, donc, on va refaire un entretien de post-suivi avec elle. Alors au niveau des intervenants, donc, on est toujours à 2 chez l'usager, chez la patiente, mais on est à 3, et donc il y a toujours un qui fait le lien entre les, un peu comme le système d'hier, mais on est vraiment qu'à 3. Et donc c'est une patiente qui nous a beaucoup mobilisés, on en a parlé en équipe, en trio, en mini-team, en supervision d'équipe, en même cible. On n'a pas d'emballer cette patiente. Et vraiment l'idée qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut exister dans la relation avec elle. Et là on a travaillé nos résonances, parce qu'il y avait quand même des fortes réactions, parfois même de rejet au sein de l'équipe, et ça on essaie de travailler pour voir un peu ce que la patiente nous amène à danser avec elle. C'est vraiment les idées de travail de la résonance. Donc on a travaillé les thèmes de la fuite qu'on sentait en nous, du rejet, de l'acceptation d'aide et du respect de soi. Et donc c'est vraiment l'idée d'essayer d'accepter la danse à laquelle nous invite la patiente, tout en essayant d'imprimer un danse un peu différent, pour qu'elle puisse ressentir un vécu émotionnel. Le soir qui t'arrête. Ouais, ben voilà. Et voilà. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. On est des bonnes situations. James Joyce, Lao Tzu, MacGyver, Superman. Et Andrea P. Et Andrea P. Bien, quelques questions? Oui. Bonjour. Je vais m'interroger sur la fin des 3 mois. Ce qui est dit au niveau de la fin des 3 mois, on se rappelle dans un mois et on voit si on recommence quelque chose. On va dire que presque de manière systématique, on dit ben voilà, ça va être un suivi de 3 mois. Et durant ce mois, on aimerait bien déjà, durant ce mois d'arrêt, si vous avez besoin de passer un coup de fil, ça ne va pas, n'hésitez pas à nous appeler, mais on ne se verra pas. On leur dit d'emblée. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, ça passe. Après. Mais on se verra donc peut-être dans un mois pour commencer un suivi. Souvent, en fait, on propose d'emblée. Ah, on propose un peu en guise de bilan et de voir un peu si les mises en tension, enfin, le questionnement qu'on a essayé d'imprimer chez le patient, nous, c'est vrai qu'au début, je pense, c'est un prof qui prenait cette image-là en systémique, qui disait à la fin d'une consultation, par exemple, on a toujours l'idée qu'il faut faire un bel emballage cadeau. Et nous, non.
travail. Et c'est entre les séances que le travail va avoir lieu, c'est quand vous n'êtes pas là. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment une mise en tension, c'est-à-dire on va aller un peu bousculer, un peu percuter les représentations du patient et le laisser dans un état inconfortable. Oui, ça bouscule. Mais ce travail, je pense, entre ces temps, c'est possible seulement s'il y a un après, s'il y a un accueil possible de tout le travail. Mais l'entretien post-suivi, on le fait quasi d'office. Mais pas une relance. Pas forcément. Ou alors, des fois, il y a un petit temps qui se passe, et le patient téléphone et on reprend une séquence. Il arrive parfois que ce soit nous qui le proposions, même si le patient ne l'évoque pas, évidemment. Si on a l'impression que le patient ne va pas si bien que ça et qu'il y a quand même des choses à travailler sur le vif, il va falloir y aller. Alors, moi je trouve ça très intéressant, cette séquence présence-absence. On va essayer ça à Bondy, je trouve ça très fort, ce rapport entre la présence et l'absence, parce que ça évite le collage, un collage massif, et donc ça permet un mouvement continu qui permet au patient de travailler par lui-même. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens que le temps pour éviter ce collage? Parce que le temps, c'est quelque chose que nous décidons. Oui. Est-ce qu'il y aurait autre chose comme... Est-ce qu'on peut pas penser à quoi? Je ne sais pas. Et ici, j'entends bien la question du collage. Alors, c'est vrai qu'on a fait d'autres choix. C'est on répond à la situation aussi le temps nécessaire. Peut-être qu'on est des super-héros, peut-être pas. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait ce collage-là pour autant. Et donc, mais j'arrive pas à conceptualiser ce qui permettrait de pas... Mais nous, on ne le fait pas non plus, hein, ce qu'ils font là. Mais j'ai envie de le mettre à l'essai, voir ce que ça donne. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un temps vide non plus, ce mois de... Si le patient fait un temps vide, oui, mais vous continuez à y penser. Ah oui, ça c'est vrai. Son dossier, par exemple, administrativement, on ne le ferme pas. Il est toujours Oui. Vous disiez aussi que une des choses importantes quand vous êtes parti du supermarché avec Gaïda, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas tout. Il y avait quand même aussi cette idée-là. Donc je pense qu'il y a aussi la question de ce que vous avez mis en place, y compris en termes de réseau, et de ce qui se continue à faire. Question subsidiaire. Qui est-ce comment ça se passe? Comment une personne rentre dans votre dispositif? Parce que par exemple, la jeune femme dont vous avez parlé, elle est adressée par une autre équipe. Je suppose que l'autre équipe, elle n'est pas allée la voir toute seule, donc des données de la personne qui se présente. Donc ça peut être la personne elle-même, ça peut être une famille, des options. Le patient peut téléphoner n'importe qui en fait. Un voisin, un ami, la famille, peu importe, un professionnel de la santé. D'accord, c'est pas que le patient lui-même. Comment vous travaillez avec par exemple, le partenaire du soin? Comment ça s'organise ça? Alors, généralement, quand on prend des contacts, on avertit toujours le patient. Et on avertit pourquoi on le fait. Donc on travaille toujours avec son autorisation. Il y a des concertations, c'est un autre service qui s'en occupe. Et donc, dans la concertation, c'est un peu le modèle italien. Donc, il y a une personne qui va voir le patient, qui présente les missions du service de concertation, et qui demande un peu, mais tiens, qui y a autour de vous d'important et que vous voudriez voir et pour aborder quel sujet. Et donc, on va vraiment aborder à ce moment-là les sujets que le patient a abordés et pas autre chose. À ce moment-là, nous ne sommes, nous, qu'un partenaire dans le réseau. C'est-à-dire qu'on va intervenir dans ces concertations comme n'importe qui d'autre, en amenant notre expertise entre guillemets sur cette composante santé mentale. Mais on va être là en contact avec un administrateur de biens qui s'occupe de l'argent de la personne, ça peut être avec un ami, ça peut être... voilà. Et donc, là où on est plus attentif, c'est tout ce qui concerne le secret professionnel, les secrets partagés. Voilà. On sait qu'il y a des sujets qu'on ne pourra pas aborder et qu'il ne faudra pas aborder. Donc c'est une gymnastique. Mais si un professionnel fait la demande, on le rencontre la première fois avec l'usager. Donc le premier entretien se fera avec l'usager, avec le demandeur et l'équipe lobby. D'emblée, la première fois. Il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est 2A et 2B, c'est préférence. D'accord. La 2A, c'est la crise, où là, on intervient sur une durée de 30 jours, avec une fréquence de passage plus régulière. Oui,
Mais il y a combien de personnes dans chacune des... 7 personnes. 7 personnes 6 équivalents temps plein. dans chacune des deux. Dans chacune des Ah oui, infirmier, psychologue, assistant social, éducateur. Et il y a une actuelle. Moi, je suis en train de coucher, mais du coup, je me dis c'est en Belgique, donc je suis en train de jeter ça dans l'organisation sectorielle française, si vous voulez. Il y a quelque chose d'équivalent à l'organisation sectorielle qu'on a en France, en Belgique, ou pas? Parce que finalement, effectivement, la question que je suis en train de poser avec le CNP, comment ça se passe? Il n'y en a pas. Mais peut-être qu'il n'y en a pas, voilà, c'est ça. Il y en a pas. En fait, désolé, oui, nous, on a des services de santé mentale. Mais en soi, on n'a pas l'équivalent de CNV chez vous. Oui, par contre, il y a cette clinique de la concertation qui a vraiment pris une place très centrale avec l'organisation, et je trouve ça très intéressant, que l'organisation de la concertation passe par du patient. Qui voulez-vous voir réunis et sur quel sujet? Parce que d'habitude, on ne fait pas comme ça. On fait des concertations, mais on impose au patient qui va être là. C'est celui qui choisit. Il fait le menu lui-même. Voilà, il fait le menu. Et donc, on pourrait imaginer que s'il n'a pas envie de nous voir, on sera invité. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas de faire de la coordination entre professionnels sur la situation. Là, ça Je suis sur une équipe de crise en Belgique aussi. Ça m'interroge un peu la relation avec le temps, que ce soit dans l'aigu ou dans le chronique, parce que ça ne correspond pas. Dans ma représentation, je ne suis pas dans le chronique, donc je ne sais pas trop. Mais dans l'aigu, on est à quasi un mois plus ou moins. En fait, je soulève un peu le paradoxe. On dit qu'on avait des motivations, on voyait, on était saturé, et puis on a réduit nos prétentions. Mais comment vous l'avez fait et dans quel cadre? Parce que le fait d'être dans la confusion entre le chronique et l'aigu le permet. En fait, je pense que quand je dis qu'on a réduit nos ambitions, c'était parce que c'était un peu comme dans notre film, on a monté en caricature, on était là pour sauver la galaxie, quoi. Mais très vite, on a pris nos ambitions à la baisse en disant mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de projeter notre désir d'aide sur quelqu'un? Qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui vient de lui? Et on a commencé à un peu plus rentrer dans ce détail-là, finalement. Parfois, c'est nous-mêmes qui incitons une réflexion chez le patient, on dit mais voilà, tout ce que vous voulez faire là, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'on ne devrait pas y aller pas à pas, petit à petit, quelqu'un qui nous dit moi je vais prendre le travail dès demain. Voilà, on va essayer plutôt de mettre en table quelque chose de plus d'un processus que d'un résultat en fait, en se disant que ça peut nous utiliser. Mais en crise, le 3 mois, ça me paraît un peu comme c'est un mois. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette souplesse avec le temps? C'est un bébé. Oui, tout à fait, mais ça ne correspond pas à un bébé non plus. Je trouve que c'est un hybride entre les deux. Ça soulève aussi quelque chose que vous dites et que vous présentez, c'est comment l'équipe mobile reste mobile dans les situations où les gens sont immobiles. Vraiment, comment est-ce qu'on peut encore nous rester mobile malgré le fait que les patients sont figés dans des endroits, dans des histoires et voilà. Je pense que c'est exactement ça qu'on a essayé de mettre en place justement, c'est comment rester dynamique dans ce suivi qui devait nous aussi produire que les patients. Ce qui est amusant dans la situation clinique, finalement ici, c'est qu'elle a commencé effectivement par un débat avec un exemple complet de concertation. C'est-à-dire que ce sont des autorités qui prenaient en charge la patiente et son enfant, qui ont décidé à un moment donné qu'elle ne pourrait pas rester, que l'enfant ne pourrait pas rester à l'internat, mais que la patiente pourrait prendre son enfant pendant les vacances. Il a quasiment fait des compensés à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que le débat est arrivé. Donc il y a une mise en tension externe, finalement, complètement involontaire et pas du tout anticipée par rapport aux conséquences. Et puis, et pourquoi deux? Ah d'accord. Parce que vous avez 2 A, 2 B, c'est des équipes, c'est un numéro 2. Non, c'est des fonctions de
Excusez-moi. Ça se En fait, le secteur de la psychiatrie de la santé mentale est partagé en fonctions. Et la fonction 1, ça correspond à quelque chose. En fait, la réforme vient créer des équipes mobiles. Mais les autres fonctions existaient auparavant. D'accord. Et la fonction 2, donc c'est la fonction équipe mobile. Et la fonction 1, c'est quoi? C'est le réseau primaire. Les équipes mobiles, le rétablissement, le logement et le système de logement. Bon, alors il y a Samuel qui faut avancer. Alors, on passe au troisième intervention. Donc, Emmanuel Chenu, que je connais bien depuis longtemps, qui est chef de service et responsable d'un secteur et d'une équipe mobile. Un secteur à Grasse. À Grasse. Et donc, elle est accompagnée par Laurence et Nadia, infirmières. Alors, c'est à vous. Donc, à Grasse, nous avons deux équipes mobiles, mais là, on va parler d'une équipe mobile qui est une équipe mobile de crise et qui a aussi une fonction par moment d'appui. On est ouvert le dimanche, la semaine, le samedi non, mais le dimanche, oui. Donc, il peut arriver que le dimanche, c'est une équipe qui soit en appui des autres structures du secteur. Donc, c'est une équipe qui est dans le secteur. Nous avons un seul secteur. Donc, l'équipe mobile fait partie d'une structure ambulatoire du secteur. Nous avons 4 infirmiers, donc dont 2 présents ici, Nadia et Laurence. Nous sommes 2 psychiatres à temps partiel. Alors, un peu comme disait Marie-Liès, on est aussi transversaux, c'est-à-dire qu'on travaille dans différentes structures, aussi bien extra-hospitalières qu'à l'intra, et aux astreintes aux urgences. Donc, finalement, on est très transversaux, nous, les psychiatres. À l'époque, dans les infirmiers, il y avait 2 infirmiers qui étaient mi-temps CMP, mi-temps équipe mobile. Donc, on s'est beaucoup questionné là-dessus, justement. Ça n'était pas toujours facile, visiblement, pour vous d'être sur les 2 missions. D'ailleurs, quand on a créé cette structure, on s'est aussi pas mal interrogé. Est-ce qu'on l'inclut dans le CLP ou est-ce qu'on la différencie? On a fini par choisir la différencier. Donc voilà, là, on voulait vous présenter une étude de cas qui illustre, qui nous a beaucoup questionné sur l'accordage, en particulier l'accordage entre institutions, justement avec le champ d'action des uns et des autres, et l'accordage plutôt émotionnel et relationnel entre les attentes du demandeur et la réponse qui est donnée. Donc le cas en question, monsieur X vient avec son fils aîné aux urgences. Vous m'entendez derrière? Hein? Je vais lancer mon diaporama. En bas. Comment je fais il passe pas, hein? Sur l'ensemble de l'écran. Voilà. Donc, monsieur X vient avec son fils aîné, 26 ans aux urgences, 15 jours après que sa femme se soit rendue au domicile. C'est le papa et le fils cadet qui l'ont trouvé. En fait, le domicile était aussi leur ferme. Et donc, il vient demander de l'aide pour eux, mais surtout pour le fils cadet qui n'est pas venu aux urgences et qui s'entrepliait, déprimé, restant toute la journée devant des jeux vidéo. Depuis le décès de sa mère, ça s'est accentué, d'autant plus qu'il a repris une consommation importante de cannabis. Donc ils ont eu 3 fils, ce couple. 2 font des études, des formations professionnelles, et travaillent à la ferme. Le 3e a quitté le domicile et donc vit ailleurs avec une compagne. En fait, on s'est plus intéressé au problème d'accordage qu'à la situation clinique elle-même. Donc, je vais passer sur la situation. Donc, à l'issue de l'entretien d'urgence, le psychiatre de garde contacte l'équipe mobile de suivi intensif pour qu'elle aille à domicile dans l'idée d'aller rencontrer Lucas qui, lui, n'était pas là et pour qui ils étaient très inquiets, mais aussi pour rencontrer toute la famille qui pouvait être évidemment en souffrance après ce suicide assez traumatique. Donc les 2 infirmières de l'équipe mobile présentes sur le site, le bureau de l'équipe mobile est près des urgences,
entre l'intra et les urgences, se rend directement aux urgences pour fixer un rendez-vous. Le lendemain le premier entretien à domicile a lieu le lendemain des obsèques. 4 soignants y vont, donc 3 infirmières et le psychiatre, qui rencontrent par deux les 3 fils et le père, donc vous êtes tout à fait pourquoi. Donc Lucas est en effet le plus inquiétant, il est orienté vers le CMP, il refuse tout traitement, donc il est orienté vers la psychologue déjà. Le père, on lui explique aussi qu'il peut voir un psychologue. Les autres membres de la famille, manifestement, n'ont pas besoin de suivi. Et là, la prise en charge à domicile s'interrompt dans l'idée de passer la main au CMP. Habituellement, on passe la main beaucoup moins vite, ça peut durer 1 mois, 2 mois, l'intervention de crise, mais là, il y avait un peu l'idée que le deuil n'est pas une maladie. Le psychiatre présent n'avait pas envie de psychiatriser cette situation. Donc, on tente de aller rapidement. Le père y va être suivi par la psychologue. Lucas, par contre, ne se rendra pas au rendez-vous prévu. Du coup, 6 semaines après, il va aux urgences avec son père. Enfin, son père l'amène aux urgences, très inquiet, parce qu'il l'a retrouvé dans la même grange où s'était pendue la maman, avec la même corde, avec la même idée. Donc, il est très inquiet pour son fils, qui va être hospitalisé en e-porte et 15 jours en psychiatrie, avec un relais avec l'équipe mobile ensuite. Donc, juste pour rappeler quelques éléments sur l'accordage par rapport à la métaphore, en gros, qui s'accorde, ce sont les professionnels dans une ou plusieurs structures ou entre structures, ou professionnels patients entourage, autour d'un projet de soins ou d'une prise en charge coordonnée. Qui est l'accordeur? Ça peut être un professionnel, l'usager lui-même, ou un responsable d'équipe lors de réunions. Comment? C'est avec beaucoup d'échanges formels, informels, des entretiens, et en se basant sur des écrits, des procédures, enfin chacun a défini ses cultures et ses champs d'action. Et on a partagé un petit peu l'idée de l'accordage institutionnel, donc plutôt autour justement de comment qui fait quoi, et l'accordage qui est peut-être plus finalement qui a un impact important, l'accordage émotionnel, relationnel et rythmique aussi. On n'a pas toujours le même rythme. Voilà, donc on a essayé de relire cette situation que je vous ai décrite brièvement sous le mode de l'accordage, c'est-à-dire à quel moment finalement on a dû s'accorder, comment, avec quelles difficultés. On a pris exprès une situation où on avait pu en avoir pas mal. On n'a pas forcément pris la situation exemplaire. Donc je vais reprendre un peu étape par étape. Lors de la demande de la première prise en charge, donc elle est faite par le psychiatre de garde, l'accordage est assez facile puisque le psychiatre de garde est le même que le psychiatre de l'équipe mobile. Donc du coup, il s'auto-adresse cette situation, les infirmières se déplacent rapidement, donc tout va bien. On n'est pas toujours d'accord avec ça. Ni avec les collègues, mais là tout le monde était assez d'accord. Donc il y a un premier entretien à domicile pour évaluer cette situation. Là encore, on ressent plutôt que ça se passe pas mal entre la demande de la famille et la réponse, puisqu'on va au-devant à domicile, ce qui finalement était un peu leur demande d'aller rencontrer Lucas, ce qui a permis de rencontrer le petit frère qui n'était pas venu aux urgences et qui lui a beaucoup aidé pour créer le lien avec son frère. Le fait qu'une partie des infirmiers étaient là, et le psychiatre étaient les mêmes que aux urgences, ça a aidé aussi. Et en même temps, il y avait aussi un regard nouveau, puisqu'il y avait une infirmière qui n'était pas la même, donc il y avait les deux aspects. Ça a permis de choisir le moment. Le lendemain des obsèques, c'était quelque chose qui était important pour eux, que ça n'avait pas eu avant. Et le fait qu'ils aient choisi d'intervenir en deux binômes, c'était pour permettre que les fils s'expriment, parce que le père, quand même, était très culpabilisé, prenait beaucoup de place. Il avait tendance quand même à parler beaucoup pour ses fils. Donc, lors de la fin de cette prise en charge, où on a tenté le relais avec le CMP, il y a eu des accordages avec un lien avec la psychologue du CMP, qui a parlé, on a expliqué la situation, un rendez-vous a été donné, mais peut-être que ce qui a manqué, c'est que le père n'a pas été informé de cette date de rendez-vous, alors qu'il s'était engagé à accompagner son fils, à favoriser ce relais, cet accordage. Peut-être là, c'est dommage, le père n'a pas été suffisamment impliqué. Et lui-même n'a pas vérifié que ce rendez-vous était honoré, donc peut-être que
ça, enfin, c'est une question qu'on s'est posée, beaucoup par rapport au père. Voilà, on s'est aussi demandé si on n'avait pas passé la main trop tôt. Habituellement, on a plutôt tendance à se poser la question inverse à durer, mais là, est-ce que finalement, il fallait pas, ou est-ce qu'il ne fallait pas accompagner plus ce volet? Lors de la deuxième prise en charge, donc, qui était quand il est revenu aux urgences suicidaires, quand Lucas est arrivé suicidaire, alors là, c'est peut-être la prise en charge qui nous a posé le plus de difficultés, la partie qui l'accordable était le plus difficile. Le psychiatre des urgences, dans le fond, demande d'emblée une prise en charge à domicile. C'est pas le même psychiatre que la dernière fois, donc on ne connaît pas, on n'a jamais travaillé dans l'équipe, on ne connaît pas complètement les procédures d'invitation. Et puis, on s'est dit, au travers de tout ça, que peut-être elles n'étaient pas si claires non plus, les procédures d'admission et d'invitation. Du coup, il y a aussi le fait qu'il y avait toute l'influence du contexte, parce que c'est le psychiatre des urgences, il faut répondre rapidement à la demande. L'héliporte Bocu a tendance à être inquiet quand il y a un patient suicidaire pour l'hospitaliser. En Astra, nous n'avions pas de lit disponible. Et en plus, les urgences savaient que l'équipe mobile, la NDIF, était déjà intervenue, connaissait déjà le patient. Donc, et le patient lui-même ne pouvait pas être hospitalisé, donc on voulait éviter une contrainte dans ce contexte-là. Donc tout ça a plutôt influencé vers une demande de prise en charge à domicile. Alors, les infirmières qui ont été sollicitées aux urgences ont dû aller évaluer seules la situation, puisque nous, les psychiatres, référents de l'équipe, nous n'étions pas là ce jour-là. En général, quand on n'est pas là, c'est le psychiatre des urgences qui tient mieux un peu qui répond. Donc elles étaient un peu coincées, parce qu'elles, quand elles ont évalué la situation, elles étaient très inquiètes et elles ne se sentaient pas du tout de faire une prise en charge à domicile, elles trouvaient que le risque suicidaire était trop élevé. Donc il y avait un peu difficulté autour de l'indication de la prise en charge. Voilà, donc il y a eu des émotions, un petit peu de colère, de se sentir seul, comment dire non à une demande médicale. On s'est pas mal posé de questions autour de ça. Le père lui-même, autour de la demande, bon, il venait demander une prise en charge, pas forcément une hospitalisation, mais quelque chose de sécure. Lucas, il était très ambivalent entre les deux, demandant de l'aide, mais ne voulant pas non plus à la psychiatrie. Donc, au bout du compte, les infirmières ont évalué de l'équipe mobile, ont évalué, après que le psychiatre des urgences l'ait fait avec la liaison, elles ont fait un entretien avec Lucas et le père aux urgences, et finalement, elles ont proposé une solution d'attente qui était 24 heures en ligne, ce que Lucas a accepté, et qui permettait de calmer un peu le jeu, une solution où vous prenez de la distance, et qui permettait aussi que le psychiatre de l'MD puisse revenir évaluer la situation. Donc ça a été un accordage autour d'une solution un petit peu d'attente. Donc autour de cette prise en charge, ça c'était le matin. L'après-midi, de nouveau, l'équipe mobile reçoit un appel. Là c'est de la psychologue du père qui vient de recevoir le père en entretien après qu'il soit passé aux urgences, super inquiet pour son fils, et qui elle-même est très très inquiète pour ce père en disant aux infirmières il faut le recevoir, je viens de le recevoir, mais il faut continuer le suivi, il faut le revoir et qu'il ait un traitement. Donc là encore, elles sont en difficulté parce qu'il n'y a pas de psychiatre pour prescrire. Elles se demandent un peu pourquoi il faut qu'elles le revoient alors qu'un psychologue le revoit. Finalement, vous acceptez parce que le matin, le père qui avait aussi demandé un entretien seul pour lui, on lui avait répondu aux urgences à l'accueil, l'infirmière d'accueil somaticienne. On ne vous recevra pas vous seul puisque vous avez un rendez-vous chez votre psychologue l'après-midi. Donc sachant tout ça, pour faciliter le parcours, pour qu'il ne repasse pas à la case départ, elles l'ont reçu dans les bureaux qui ne sont pas sur le même site que la psychologue, pour réévaluer un peu tout ça. Finalement, notre traitement n'était pas nécessaire. Et le fait qu'il revoie une équipe qu'il avait déjà vue, c'était plutôt une bonne chose. Ça a permis qu'il continue à se sentir entendu et soutenu. Mais les infirmières étaient quand même lourdes le lendemain, voilà, et un peu de colère. Le lendemain, quand nous sommes revenus, les psychiatres qui n'étions pas là, c'était une journée où on était tous les deux absents, elles nous ont dit à quel point quand même ça n'avait pas été facile la veille, et aux urgences, et avec la psychologue, enfin ces accordages comme ça, avec une espèce de pression d'urgence ressentie, d'angoisse massive, et du père qui avait été retransmise aux professionnels, et qu'elles ont reçu en direct,
Donc, quand il y a angoisse importante, ça ne facilite pas l'accordage. Parce que la psychologue, vraiment angoissée, il fallait voilà. le chercher, tout ça. Elle est en charge d'un psychologue. C'est ça. Donc, c'était un peu donc, du coup, le lendemain, elles m'ont un peu raconté tout ça. Le lendemain, j'ai décidé de faire un entretien commun aux urgences avec Lucas et le père. Les professionnels des urgences qui avaient demandé l'intervention à domicile et nous-mêmes pour évaluer la situation ensemble. Ce qui a permis finalement de choisir l'hospitalisation en psychiatrie. Et non pas. Finalement, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il valait mieux passer par un temps d'hospitalisation, que c'était trop compliqué de prise en charge de domicile. Donc, après, il y a eu un lien de fait avec l'intra, entre l'OCU et l'intra qui s'est bien passé. L'infirmière de liaison est allée faire l'accordage en direct. Pendant l'hospitalisation, à l'inverse, Lucas a été suivi par un psychiatre référent. Donc, nous sommes aussi en intra, donc on a des liens forcément avec eux. Et on a su que le papa était assez mécontent. Il y a même eu tension avec ce psychiatre référent parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas eu assez de retour sur ce qui se passait en intra. Alors qu'il avait œuvré pour faire admettre son fils à l'hôpital, ce qui n'était pas simple, on imagine bien. Donc on s'est dit peut-être que là encore, pour faciliter l'accordage, est-ce qu'il aurait fallu transmettre d'emblée aux collègues, attention, ce papa est en souffrance, il a besoin qu'on soit en lien avec lui. Ce qui peut paraître une évidence comme ça, mais on l'a peut-être plus perçu nous en tant qu'équipe mobile, puisqu'on l'avait déjà rencontré, on avait déjà ce lien avec lui. Donc c'est voilà, ce sont des hypothèses, de choses qu'on aurait pu peut-être... On a tenté de le faire lors d'une réunion de coordination. On a tous les mardis une réunion systématique entre les différentes structures extra et l'intra. On l'a pointé à ce moment-là, avec sa psychologue, d'ailleurs la psychologue du père était là. Mais je pense que j'ai envie de dire, le mal était déjà fait, le papa se sentait un peu mis à l'état. Et tout ça a à voir probablement avec son histoire, c'est-à-dire que nous, il s'est rejoué avec nous des choses qui se sont jouées de l'ordre de sa culpabilité de ne pas vis-à-vis de sa femme, enfin on voit bien. Hein. Donc il y a aussi beaucoup de résonance à travailler avec tout ça. Voilà. Donc à la fin de l'intra, il y a eu une demande de prise en charge de l'ASI, de nouveau, de l'équipe mobile. Donc nous avons fait un entretien commun en intra, l'équipe mobile et le psychiatre de l'intra. Donc ça a favorisé l'accordage. Nous avons fixé un rendez-vous à domicile. Nous nous sommes rendus et seul le papa était là. Là, Lucas n'était pas là. Il était allé en un entretien d'embauche pour une formation professionnelle. Et le papa nous disait qu'il allait bien, qu'il n'était plus suicidaire, il le sortait, il avait arrêté sa consommation de cannabis, il était plutôt rassurant, il prenait son traitement. Il avait eu des éléments délirants, donc il avait un traitement aussi. Voilà, donc plutôt rassurant. On a refixé un rendez-vous, les infirmières ont rencontré Lucas, et pour qu'il y ait le relais avec le CMP qu'on avait voulu favoriser, parce que le psychiatre du CMP et la psychologue qui avait rendez-vous, qui devait le recevoir, donc pour un suivi au plus long cours, étaient les mêmes que ceux qui l'avaient suivi en intra. Comme on n'est qu'un seul secteur et qu'on est tous un peu à temps partiel sur différentes structures, ça favorise. Donc on se disait tout est réuni quand même pour que la suite se passe bien. Et Lucas n'est pas allé à ce rendez-vous au CMP. Toujours le message qu'il allait bien, mais il avait interrompu son traitement à cause des secondaires. Voilà. Donc par contre, le père continue à être suivi par la psychologue. Donc on s'est dit que ça, c'était le lien que nous avions encore. Comme disait le docteur Torchman, on est à disposition pour une nouvelle intervention si besoin. Est-ce que dans le fond, ça s'est arrêté parce que Lucas va bien, il n'inquiète plus son entourage? Est-ce que l'accordage à un moment donné a été insuffisant avec le père, qui à mon avis est un élément important pour favoriser l'approche de l'alliance de l'État? Est-ce que le relais était trop précoce? Est-ce que tout va bien, on a tout bien fait, mais c'est comme ça et ça se fera plus tard, le week-end aura plus besoin de nous? Enfin, tout ça, je laisse ça sous forme de questions que nous nous sommes posées. Donc pour finir, on a tenté une petite synthèse. Voilà, pour les accordages institutionnels, qu'est-ce qui nous semblait important pour un peu le faciliter? Donc, être au clair avec les champs d'action de chaque
particulier entre CMP et équipe mobile. Évidemment des échanges interprofessionnels avec un accordeur peut-être qui favorise la coordination. Et surtout travailler aussi sur l'aspect émotionnel qui est présent aussi dans les difficultés d'accordage institutionnel, c'est-à-dire il y a parfois un peu d'agressivité dans nos divergences, même si on est d'accord ou pas d'accord, parfois ça chauffe un peu. Donc comment travailler sur sa propre angoisse, finalement décoder un peu ce qu'il y a derrière les demandes. Aussi bien pour les proches, pour les plus âgés, mais aussi entre les professionnels. Donc justement, les accords cyniques, donc émotionnels, rythmiques, je pense que le rythme est très important, on n'a souvent pas les mêmes tempos entre l'urgence ressentie, l'urgence réelle aussi, nos différentes structures, les différentes temporalités de prise en charge. Voilà, donc opérer avec les proches, ça va être quand le demandeur appelle une famille ou un usager lui-même, qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande. Être bien, se référer au cas d'intervention, je pense que ça aide beaucoup. Repérer ses propres résonances qui sont en jeu. Peut-être être un peu confortable parce que par moments on est pris soi-même par la pression de la demande, mais comment être attentif à ses besoins, calmer sa propre angoisse, en gros éviter d'être tout seul, surtout quand la demande elle est pressante. Donc peut-être prendre ce temps, voilà, d'échange, même si c'est un échange par téléphone, même quand on n'est pas là, les petits cas d'école, vous nous appelez, on sert un peu à ça grand chose. Là on n'était pas là du tout, cette voilà, donc ce qui permet un accordage, sur le contrat de soins et de vérifier que ce contrat de soins soit qualifié. Alors, on est en retard sur le temps, mais bon, c'était prévisible. Hein. Donc, deux questions. Est-ce que là, finalement, ce qui est pas vérifié, c'est la multiplicité des équipes différentes qui commencent à aborder dans ce cas-là, qui est un cas, un temps un peu singulier, à quoi on s'attend dans l'environnement d'une aire qui est tendue, vous voyez. Je ne vois pas comment ça aurait pu bien se passer entre vous, sans agressivité, je ne vois pas comment on aurait pu comprendre une demande. Parce que là, ce qui n'est pas compliqué, c'est justement trop d'équipes, trop de spécialisation, trop de protocoles, de façon de faire, et finalement, vous êtes, en plus, vous avez des trucs émotionnels, donc on ne sent pas forcément entrer dans ce que vous avez présenté. Je me demande comment ne pas être sidéré si vous n'êtes pas dans un dispositif qui permet justement que ça soit un peu rassemblé, un peu posé, un peu pris en compte de ce qui s'est passé, cette grange, cette corde, voilà. Le lendemain de l'enterrement, c'était au tout début, il n'y avait plus une seule équipe qui intervenait, qui était la même que ceux qui avaient rencontré aux urgences de papa et frère aîné. Donc là, il y avait une continuité totale, je dirais. Le choix de la date, c'était posé. Un soutien le lendemain des obsèques. Et justement là, alors peut-être qu'on aurait pu continuer la prise en charge à ce moment-là, mais il y avait plutôt l'idée que c'était une intervention en soutien ponctuel le lendemain d'obsèques pour voir comment ils se sentaient. Et pour ceux qui avaient besoin, qui souhaitaient un soutien psycho, donc c'était le père et le fils qui étaient d'accord à ce moment-là. On passait la main au psycho du CMP. Voilà notre idée du départ. Et on se retirait. Et on était là, si besoin, ils nous rappelaient. Je pense que là où ça a été compliqué, c'était 6 semaines après, quand le fils finalement a eu des idées suicidaires, a décompensé et est arrivé aux urgences. Là, il y a eu plusieurs équipes en jeu. Parce qu'il y a eu des urgences qui n'étaient pas, et même qui ne travaillaient pas dans l'équipe. Il y a eu l'équipe, il y a eu le CRP, il y a eu même les urgentistes, parce que j'ai passé là-dessus, mais justement les urgentistes de l'OCU, quand il est resté 24 heures, étaient inquiets d'avoir un jeune homme suicidaire. Parce que d'autant plus qu'il y a quelques temps, ils ont eu un suicide aux urgences, donc ça, voilà, il y avait toute cette historique qui ne favorisait pas la réassurance. Alors, moi, ce que je pense par rapport à votre question, c'est que le temps d'intervention est tellement dense que sur les situations complexes, on a un sentiment de confusion. Oui. Or, moi, j'ai pas ressenti tout à fait la même chose. Par contre, j'ai ressenti la tension qu'induit ce type de crise chez un jeune et la colère que ça provoque et donc la dispute. Et moi, je parle de dispute thérapeutique, c'est-à-dire dans ces situations d'urgence, d'accueil, avec une inquiétude clinique forte,
la dispute, pour moi, est un gage d'un bon accordage futur. Parce qu'il faut que les gens puissent exprimer leur stress et leur émotionnel, et puissent échanger, y compris sur le mode de la dispute. Alors après, ça devient compliqué quand les disputes deviennent oui, vous faites toujours la même chose, ou vous nous laissez tomber, ou quand ça devient des accusations ou des disputes personnalisées. Ça arrive aussi que ça devienne des disputes entre personnes. Alors là, c'est plus une dispute. Moi, je travaille beaucoup avec l'équipe de Bondy sur la dispute thérapeutique et la dispute non thérapeutique, c'est-à-dire la dispute qui aboutit au contraire à une discordance et à un désordre. Voilà, donc je pense que la dispute est nécessaire, sinon on risque d'être dans l'arbitraire. Si on ne dispute pas en psychiatrie, aucune décision prise n'étant la bonne, mais la meilleure qu'on ait pu imaginer ensemble, ça passe par un débat dialectique. Donc il peut donner l'impression à un moment d'un désordre ou d'une rupture de confiance, mais c'est une dispute qui me paraît nécessaire dans ces situations de crise, y compris la dispute avec le patient, la dispute avec la famille. Là, je pense que la dispute, j'espère qu'elle est restée thérapeutique, c'est juste un bien grand mot. Oui, il y a un sentiment de tension, mais il n'y a pas eu de dispute. Au contraire, il y a eu un accordage finalement sur l'hospitalisation à l'hôpital quand tout le monde a été reçu ensemble. Je pense que cette colère, elle était probablement aussi en lien avec ce que eux-mêmes ressentaient, la famille et le cas autour de ce geste, qui peut déclencher la colère et la... Mais enfin, c'est quand même une vraie question, la question de la multiplicité des dispositifs, et parfois la confusion que ça peut... Chacun pense que l'autre va mieux faire, ou alors qu'il pense que l'autre va mal faire. Après, le patient, c'était un passage obligé. Il n'est pas bien, il est en urge, il y a nous, après, on ne peut pas faire autrement. On s'est dit que justement, peut-être que les équipes mobiles, une de nos missions, elle est de s'accorder dans notre structure. C'est ça qui est thérapeutique aussi. Ça fait partie, enfin on s'est dit que ça fait partie peut-être d'une de nos missions principales. Bon, alors je vous chasse. J'appelle ça Étienne. C'est Yvonne. C'est ça. Infirmière. Bonjour, je m'appelle Yvonne Culam, je suis infirmière sur le siège de Saint-Étienne. Donc voilà, je vous proposais aujourd'hui de vous présenter un peu l'histoire du déploiement des équipes mobiles sur notre secteur. Donc, sachant voilà, que notre équipe mobile elle est née il y a 1 an, pile, on est toujours en l'année dernière. Donc avant ça, parce que c'était le secteur Saint-Étienne, donc c'est 180 000 habitants, donc c'est un gros secteur. C'est un secteur qui est géographiquement très étendu aussi. À cette époque-là, il y avait peu de soins ambulatoires sur notre secteur. C'était principalement basé les soins ambulatoires sur le CMP, un CMP en fait, qui n'était pas mobile dans le sens où il ne se déplaçait pas pour aller voir des personnes. Les personnes devaient venir forcément au CMP. C'est un secteur où la situation, comme dans beaucoup d'autres secteurs en France, est compliquée avec le nombre de psychiatres. Il y a un déficit de psychiatres à Saint-Étienne qui est plus élevé effectivement que dans d'autres régions. Il y avait également, c'est un secteur qui avait peu de lien avec la communauté. On parle de communauté, c'est-à-dire des intervenants sociaux, etc., associatifs de la ville. Et du coup, il y avait aussi peu de perspectives en termes d'alternatives pour les personnes qui avaient des gros besoins. Ça veut dire que les gens qui avaient des troubles graves, qui faisaient beaucoup d'allers-retours à l'hôpital ou qui n'arrivaient pas à garder un hébergement sans étayage, en fait, c'était soit une hospitalisation très longue, soit il fallait trouver une place dans une structure. Et du coup, ça faisait forcément des urgences très embolisées, beaucoup de placements, parce que avec les conditions d'hospitalisation, elles étaient compliquées aussi.
forcément, parce que quand les durées d'hospitalisation sont longues, aussi dans les services, c'est compliqué aussi d'avoir des places. Et l'accueil aux urgences est très difficile. Donc c'est aussi un secteur qui avait ses forces, avec un tissu associatif riche sur Saint-Étienne, des groupes d'entraide mutuelle qui sont très actifs et qui fonctionnent bien, des centres sociaux aussi qui sont nombreux sur Saint-Étienne, qui proposent énormément d'activités, qui sont ouverts, qui sont dynamiques. Saint-Étienne est très riche aussi en associations d'aide aux plus démunis. Il y a un très fort engagement de la population dans toutes ces associations, dans le fait de se dire que vraiment la population elle est engagée dans le fait de se dire qu'ils sont aussi responsables de toutes les personnes qui peuvent être démunies, des solutions d'aide alimentaire, d'aide à l'accueil, d'aide au logement. Saint-Étienne, c'est aussi une ville où l'accès au logement est plutôt favorable, parce que c'est une ville qui est pas chère au niveau du logement, où il y a un parc immobilier qui est quand même grand, avec des logements aussi qui sont vacants. Donc quand on cherche un logement à Saint-Étienne, en général, on va y aller, hein. Faut oublier de l'autre côté que j'ai dit. Il y a un concert aussi qui est riche, avec des médecins généralistes qui sont assez dynamiques, qui sont ouverts aussi au fait de suivre ces personnes qui ont trouvé psychiques. Et ça, voilà, c'est un peu obligé aussi parce qu'on a un psychiatre, donc effectivement, ils sont aussi fonctionnels. Des infirmiers libéraux aussi avec lesquels voilà, on peut aussi facilement travailler. Il y avait une volonté de changement et d'évolution et d'engagement des équipes de soins. Ça, je pense que c'était vraiment la base aussi pour essayer d'avancer et créer de nouvelles choses qui allaient être compliquées. Et puis surtout, je crois que ce qui est important dans les forces du secteur pour le projet qui a été mis en place, c'est le CMP. Le CMP, c'est un CMP qui fonctionnait bien. On dit qu'il fonctionnait bien avec ses difficultés en termes de psychiatre, mais du coup, les infirmières du CMP sont très dynamiques. Il y a une façon de fonctionner qui marche plutôt bien, avec des infirmières voilà, qui accueillent plutôt rapidement les patients, des suivis qui sont faits de façon très efficace. Et à l'époque, le CMP, c'était vraiment ça la limite d'alternative à l'hospitalisation. Pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas se rendre au CMP, en fait, ou dont l'adhésion des soins, c'était un peu compliqué, c'est là que c'était difficile. Il y a beaucoup de lits hospitaliers? Alors, j'y viens. Alors, en termes de lits d'hospitalisation, au niveau du secteur Saint-Étienne, à l'époque, il y avait 4 services d'hospitalisation, d'à peu près 18. Et donc, pour pouvoir créer des équipes mobiles, c'est parti de la fermeture d'un service d'hospitalisation. C'est un peu la particularité de nos dispositifs, aussi un peu la difficulté. Donc, par le jeu de réouverture de lits sur d'autres services, etc., il y a eu une carte sèche de 10 lits d'hospitalisation complète quand même pour le secteur. Voilà. Il ne faut pas oublier que je vous dis que le secteur s'était embolisé, beaucoup d'attentes aux urgences, donc dans la perception générale, même s'il y avait 4 services d'hospitalisation complète, c'est quand même 180 000 habitants, et on gardait en tête qu'on manquait quand même de lits d'hospitalisation, et on est venu fermer l'unité. Donc voilà, ça n'a pas été évident. Alors l'idée c'était de redéployer les moyens humains sur la création des équipes mobiles. Donc les moyens ils ont été pratiquement redéployés complètement pour la création des équipes mobiles, mais il y a eu quelques postes du coup qui ont été utilisés pour renforcer d'autres secteurs, parce qu'il y a le secteur Saint-Étienne, au niveau géographique, comme on fait partie d'un CHU, il y a d'autres secteurs aussi à côté, donc voilà, il y a eu d'autres secteurs qui ont été renforcés. Et l'idée aussi, c'était, dans la création des équipes mobiles à Saint-Étienne, de pouvoir couvrir au mieux les besoins de la population. Donc, c'est la création de 3 équipes mobiles. Alors, une équipe mobile qu'on appelle PREMS, c'est une équipe mobile d'intervention chez les jeunes qui présente un premier épisode psychotique. Donc, c'est une équipe mobile qui a 2,5 d'infirmiers et une psychiatre à temps partiel. Donc cette équipe-là, c'est vraiment une création de il y a un an. L'équipe mobile structure, c'est une équipe mobile qui intervient exclusivement dans les structures médico-sociales, aussi les familles d'accueil et les EHPAD. Donc
C'est une équipe mobile, en fait, à la base, elles étaient 2,5, qui existent depuis un peu plus longtemps, qui existent maintenant depuis 3 ans. C'était un peu la première équipe mobile qui a été dans la classe. Et en fait, elle a été renforcée à la fermeture du service d'hospitalisation complète de 2 infirmiers pour pouvoir justement s'étendre aux EHPAD, pour lesquels on avait beaucoup de semaines. L'équipe mobile psyché, donc c'est celle dans laquelle moi je travaille. C'est la grosse création en fait suite à la fermeture du service d'hospitalisation complète. Donc c'est un service d'intervention au domicile du patient. Donc c'est 11 infirmiers. 11 infirmiers, donc en 180 000 habitants, 11 infirmiers. Donc de façon transversale, il y a une assistante sociale donc, qui est sur les 3 équipes, une ergothérapeute qui est aussi sur les 3 équipes, et 80% de temps de psychiatre qui est réservé pour l'équipe mobile structure et l'équipe mobile psyché. Parce que l'équipe mobile PREMS a son psychiatre propre qui suit les jeunes du patient. Structure d'après, c'est combien d'infirmiers? Alors, l'équipe structure, c'est 4,5. 4,5. Et l'équipe psyché, c'est 11 infirmiers. Non, les PREMS. PREMS, c'est 2,5. C'est 2. Alors, le temps de psy sur PREMS, il me semble que c'est 0,60. Alors, j'ai des chiffres. Sur PREMS, oui, c'est 0,60 et sur psyché et structure, ça fait 0,8. Donc 3 programmes pour l'équipe psyché. Donc, ça rappelle un peu le schéma qu'on a vu hier, les différents types en fait, d'équipes mobiles pour permettre de comprendre mieux les besoins de la population. Donc il y a une équipe d'ACT qui fait plutôt du suivi au long cours pour des patients pour des usagers qui ont vraiment des gros besoins et des pathologies graves, psychiques. On a une équipe de CMT, donc crise management de transition, qui accompagne les personnes sur la sortie d'hospitalisation, et le retour au domicile. Donc ça, c'est de 6 semaines. Parce qu'en fait, on sait, c'est juste pour couvrir ce camion, on sent en fait que les gens, il y a plus de risques de hospitalisation, et plus de risques aussi de passage à l'acte suicidaire tout de suite en sortie d'hospitalisation. Et enfin, une équipe de crise. Donc l'équipe de crise, c'est vraiment l'intervention de domicile pour accompagner l'usager et son entourage dans la période de crise. Donc ça, c'est vraiment l'alternative à l'hospitalisation ou de l'accompagnement à l'hospitalisation. Donc ça se passe de façon un peu plus tranquille. En général, c'est à peu près 10 semaines qui sont peu pour être en général, c'est plutôt 10 semaines. Donc pour vous dire à peu près comment c'est réparti, sur la CT, ils sont 7 infirmiers, mes collègues. Donc moi je suis sur l'équipe qui fait les programmes courts, CMT, crise, on est 4 infirmiers. Donc vu qu'on est parti un peu sur des modèles, des modèles écrits, déjà décrits, qui sont déjà utilisés ailleurs, donc on sait qu'ils fonctionnent, on sait que c'est à peu près un infirmier pour 10 prises en charge. Donc du coup on sait que sur la CT, on suit à peu près 70 personnes. Sur CMT crise, c'est entre 40 et 50. Alors, pour passer de l'hospitalisation complète aux équipes mobiles. Une même équipe, parce qu'en fait, la majorité des infirmiers qui étaient sur l'hospitalisation complète, c'est nous qui nous sommes retrouvés en fait sur l'équipe mobile. Donc il a fallu cheminer, parce que c'était complètement différent ce qu'on nous demandait de faire. Et il a fallu créer en plus aussi cette équipe mobile. Donc comment ça a commencé? Ça a commencé principalement par des lectures, déjà, parce que c'était complètement différent de ce qu'on connaissait. Des réflexions, et puis on s'interrogeait sur comment est-ce que ça se passait ailleurs, est-ce qu'il y avait déjà eu des expériences similaires, comment est-ce que fonctionnaient les équipes mobiles ailleurs. Donc ce qui a été un peu difficile, c'est qu'il a fallu travailler à la fermeture d'un service, à la fois avec la construction d'un projet. C'est-à-dire qu'on avait des patients où c'était une unité qu'on appelle de préparation à la sortie. En fait, c'était surtout une unité où les gens restaient pendant 2 ou 3 ans parce qu'en fait, on n'avait pas de projet de sortie. Donc, quand vous étiez le service va terminer,
on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire sur la cité, qu'est-ce qui va devenir. Voilà, c'était vraiment une contradiction, une question. Qu'est-ce que nous, on va devenir aussi par rapport à ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on va devenir. Donc, il y a vraiment eu quelques mois, on a fallu travailler ces deux choses. Donc du coup, ce qui nous a aidé, c'est déjà de savoir ce qu'on allait faire après. Parce que ce qu'on allait construire après, c'était ce qui allait nous aider aussi à accompagner les patients qui pour l'instant étaient hospitalisés et qui allaient sortir. Donc du coup, on a eu des formations au programme ACT et crise par l'équipe d'Odyssée et une formation au CNT par l'équipe sur Gonzac de Lausanne. Qui De qui Gonzac de Lausanne. Gonzac. Docteur Gonzac. Voilà. Donc, c'est pas lui qui est venu directement, mais ce sont l'équipe avec le médecin de. Et votre équipe, c'est l'équipe César. Pardon? La première équipe, c'est Odyssée. Odyssée. D'accord. C'est ceux qui organisent. C'est Samuel Longro qui est venu avec Raphaël et Rudy. Voilà. Qui sont venus donc nous former principalement aux questions du rétablissement, qui nous ont soutenus aussi dans la construction du projet, parce que c'était un gros projet à construire. Et on avait besoin évidemment de regard extérieur pour savoir tout simplement où aller, par quoi commencer, comment est-ce qu'on allait mettre les choses en place. Faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, finalement, c'est la co-construction, c'est-à-dire interroger aussi les partenaires, l'UNAFAM, les associations de la ville, les autres services, pour savoir pour qui participent tous à la construction du projet. Et puis, du coup, voilà, se mettre en lien un peu avec tout le monde. Prendre en compte le système, c'est quelque chose qu'on faisait pas non plus. On n'a pas de formation à la systémie, mais c'est vrai que l'équipe d'Odyssée nous a donné quelques notions pour qu'on apprenne à prendre en compte aussi tout ce qui se passe autour, parce que nous, en hospitalisation complète, c'est très hospitalo-centré finalement. On n'a pas l'habitude de prendre en compte tout ce qui se passe autour, en tout cas pour notre part. Donc c'était aussi encourager l'entourage à se remobiliser, leur donner des outils, et puis apprendre à connaître un peu les acteurs de la communauté au niveau médico-social et associatif. Ils étaient nombreux, mais nous, on ne les connaissait pas forcément. Donc, quel cheminement est-ce que ça a été? Pour nous, c'était se détacher de la clinique pure, déjà, parce qu'en hospitalisation complète, on était beaucoup là-dessus. Privilégier le vécu de la personne par rapport au phénomène psychique qu'il y avait. Évoluer vers des objectifs qui étaient définis par l'usager, en tout cas avec lui. On est passé aussi de la notion de référence à la notion de case manager, où c'est un accompagnement qui est beaucoup plus pragmatique. C'est vrai que quand ils sont venus nous former, ils nous ont dit si la personne, en gros, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'un meuble dans son appartement, si c'est ça qui l'inquiète à ce moment-là, si c'est ça le problème, il faut agir, il faut voir comment est-ce que les choses vont pouvoir se faire. Moi, je me suis dit à la base, quand je suis devenue infirmière pour travailler en psychiatrie, c'est pas pour monter des meubles chez les gens. Mais voilà, c'est vrai qu'il a fallu réfléchir aussi, c'est une nouvelle fonction aussi. Faire des stages chez Ikea. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, c'était vraiment passé d'une posture qui à la base était paternaliste vers un engagement qui était plus vers la construction. Alors les outils, on a appris aussi à utiliser le plan de pause conjoint, c'est un peu des directives anticipées pour la psychiatrie, c'est beaucoup utilisé à Lausanne, au Canada, mais je crois qu'à Paris aussi, ils l'utilisent, en Belgique peut-être aussi. Le plan de rétablissement, qui est une façon aussi avec le patient de définir des objectifs pour que ce soit vraiment les siens, et la diagnostic, différents bilans, et puis l'idée c'était vraiment de prendre en compte le handicap psychique, ce qu'on ne faisait pas forcément, et du coup il y a aussi tout le reste de notre secteur Saint-Étienne qui s'est transformé, et on a eu la mise en place de structures pour travailler la réhabilitation qu'on n'avait pas forcément avant. Mais on a appris beaucoup de choses, mais je pense que c'était aussi important de se dire qu'il ne fallait pas oublier tout ce qu'on savait d'avant, la clinique, tout ça, ça reste quand même important et on s'en sert. Mais il a fallu un moment qu'on se le dise parce qu'on a eu tellement d'apports aussi de choses et puis du coup, on avait l'impression que ce qu'on faisait avant c'était voilà, et que c'était autre chose. Mais non, ce qu'on faisait avant, c'est important aussi, il y avait des choses à regarder en fait. Puis surtout, rester ouvert et créatif, parce que Saint-Étienne, c'est ni Lausanne ni Marseille, et on ne pouvait pas non plus mettre complètement les modèles qu'on nous apportait sur Saint-Étienne.
Les limites, c'est vrai que le manque de moyens sur le reste du secteur, parce que les médicaux, eux ils n'étaient pas formés non plus, donc nous on arrivait avec nos plans de crise conjoints, nos trucs, etc. Eux ils n'étaient pas du tout dans ces perspectives-là, donc c'est assez compliqué aussi le lien, on est en décalage avec les équipes du secteur, et du coup on est dans un secteur aussi qui est en crise, il y a des choses compliquées qui se passent à Saint-Étienne, et c'était compliqué de se construire ici dans ce contexte-là. Puis voilà, 3 programmes, et c'est pas évident pour une seule équipe, parce que malgré tout, on reste une équipe, on est 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Donc du coup, moi, je fais vraiment de la crise, mais il y a des fois, je suis en binôme avec des collègues de la santé. C'est pas évident de s'organiser, d'avoir ces 3 programmes. Et maintenant, où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'amélioration sur la prise en charge de ce temps. Après, ça fait qu'un an qu'on existe, et moi, je n'avais pas la prétention de me dire que juste la création d'une équipe mobile, ça allait tout régler, ça c'est pas vrai. Par contre, on a pu accompagner des personnes qui étaient hospitalisées au long cours sur des projets de vie à domicile, et ça c'est vraiment pour nous la vraie réussite des personnes qui voulaient vivre à domicile. C'est pour ça, je me rends compte que c'est aussi pour ça souvent que c'est difficile de placer des gens en structure, parce qu'en fait ils n'ont pas envie d'aller en structure. Ils ont envie de vivre à domicile, et c'est intéressant je pense d'avoir cette possibilité d'alternative, de pouvoir leur proposer ça avec des suivis intensifs au domicile. Voilà, la possibilité d'avoir de l'alternative à l'hospitalisation en situation de crise. On a favorisé le chiffre d'autonomie, on s'est ouvert sur la communauté, je pense que ça c'est très important. Et puis voilà, et vraiment se dire que la volonté et la cohérence des usagers, ça va vraiment être un facteur important pour la prise de décision. Donc, bien, je t'arrête. C'est fini. Travailler les alternatives avec les urgences pour essayer d'améliorer ce qui se passe là-bas et surtout évaluer notre pratique et notre impact aussi pour que les autres se disent que ça sert peut-être à quelque chose d'avoir une économie sur ça. Très bien. C'est un beau début, continuer le combat. Oui, mais chaque situation est spécifique. Donc vous partez d'un état des lieux. Vous avez envie de le transformer, de le modifier, et cette évolution vous ouvre des perspectives et modifie notre pratique. Donc c'est vraiment, chacun est à son stade évolutif, selon l'histoire et selon les moyens du bord. Moi je retiens quand même que moins il y a de psy, plus les moyens primaires sont présents et actifs, et que parfois on se pose la question de est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de psy? Comme le Burkina Faso, par exemple, où ils sont 12 pour l'ensemble du pays, je me dis, alors je ne dis pas que c'est idéal non plus, mais du coup il y a d'autres méthodes de prise en charge. Bien, je suis obligé de ne pas laisser de temps pour le questionnement malheureusement, parce qu'il y a une dernière intervention et je ne voudrais pas priver les personnes qui ont préparé un travail. Non, je fais un achat de chacun de sa place. Donc on sera un petit peu en retard, tant pis. De toute façon, pour aller à l'amphi, il faut 5 minutes. Donc on y sera. Alors, donc, Amandine Castrien, c'est vous. Il y a Isabelle Fernandez, c'est vous. Et Frédéric Lagier. Amandine est infirmière et Isabelle est psychologue. Alors, nous parlez donc de l'amarrage d'une équipe en mouvement pour une clinique mobile à partir d'un CLP. Donc nous, on propose un CLP, on va lire notre texte à toute allure pour pas qu'il y ait de retard. Donc moi, comme je suis psychiatre, je vais poser le cadre. Ensuite, Amandine Robles, qui est infirmière, va vous donner tout son études dans le 12e arrondissement de Marseille. Et Isabelle Fernandez, la psychologue, va nous faire comprendre avec ces quelques concepts que pour samedi, la 8e de finale, c'est pas gagné. Vous comprendrez pourquoi. Alors, a priori, un CNP classique comme le nôtre, dans de 60 000 habitants, parce qu'en fait, on est un secteur de 80 000 habitants, nous on a un tout petit CNP pour Perdu, nous on est à peu près 60 000 habitants, 8 équivalents temps plein, je le dis vite pour que ça donne une image par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
A priori, un CMP classique communiquant au congrès des équipes mobiles, c'est comme une délégation de la Corée du Nord invitée au sommet de Davos, ou une lecture de Guy de Maupassant au Festival de BD d'Angoulême, ou encore, c'est un peu comme déguster une bonne blanquette à l'ancienne sur un rooftop proposant de la cuisine moléculaire. A priori, bien sûr, mais nous parlions sur votre expertise de l'aller vert et votre penchant naturel à la rencontre pour écouter notre propos historique. Attention, le nom de Lacan risque d'être cité. Ah merde. Et d'ailleurs, sur la très belle affiche qui illustre ces 6e congrès des équipes mobiles, entre les Montgolfières et les Ballons, il y a peut-être une place pour un gros zeppelin lesté aux lois de 86, celles qui fondèrent le secteur. Alors nous vous dirons qui nous sommes et d'où nous venons, nous qui sommes de l'institution, mais hors de l'hôpital, dans la cité, mais souvent à sa marge. Nous vous dirons comment nous sommes mobiles, stables mais non immuables, ancrés mais non figés, et comment pour être mobile, il nous faut aussi savoir d'où nous sommes, où nous sommes, et comment nous amarrer et nous ravitailler. Alors, il faut aussi imaginer la route pour que le mouvement ne soit pas erratique et qu'à force de vouloir aller partout, nous ne pouvions arriver nulle part. Erratique. Erratique, oui. Je fais toujours vous mettre des petits pièges dans ces communications. Pour voir si les gens suivent. Voilà. Alors, le secteur a été fondé dans un mouvement de désinstitutionnalisation, piège, je veux dire, pour penser des soins de proximité, créer des lieux ouverts, bien repérés dans la cité et qui mettraient le patient au centre du dispositif de sa guérison, en lui offrant des parcours divers à la carte, disait de Lyon. Il s'agissait donc de mobiliser, je cite, la capacité créative collective, je cite les années 60, pour favoriser l'instauration de liens, pour accueillir la détresse psychique, quel que soit le lieu et la forme d'expression qu'elle revêt, sans a priori et sans préalable, disait Houry, et on pourrait rajouter sans délai. Le CMP est aussi pensé comme un lieu qui assure la continuité des soins, et pour qu'il y ait continuité entre les temps d'hospitalisation et le suivi ambulatoire. Maintenant, on dit éviter les ruptures dans le parcours de soins du patient, je voudrais actualiser un peu le calcul administratif, mais aussi pour restaurer le sentiment continu d'existence des patients les plus fragiles, chez lesquels cette simple fonction de base est parfois très perturbée en raison d'une pathologie ou d'un milieu précaire, insécure. L'article 3 de la loi du 31 décembre 85, autrement dit 86, stipule que le CMP est une unité de coordination et de soins en milieu ouvert, que sa mission est d'organiser les soins ambulatoires et les interventions au domicile du patient, mais aussi auprès de toutes les institutions nécessitant des expertises psychiatrie ou un soutien psychologique. Donc ça, c'était précisé dans la fameuse directive. Finalement, depuis la première circulaire en 1960 et jusqu'à la loi 1986, le secteur portait déjà en lui ses valeurs et ses controverses. Il a toujours été attaqué, donc toujours défendu. C'est un processus plus qu'un dogme, et il est perméable aux enjeux sociétaux autant que sanitaires. Il est bousculé par les politiques de santé successives, mais il est capable de résister parce que justement, il est inscrit dans un projet politique au sens large, le fameux projet de désinstitutionnalisation qui le fonde. Donc la créativité, le partenariat, l'accueil, l'accompagnement, le domicile, tout était déjà inscrit dès le départ. Et pour que le CMP soit une équipe mobile, il faut en tout premier lieu créer de la circulation entre les différents maillons qui composent notre dispositif de soins, de la continuité, de la cohérence. Nous travaillons à Valvert, c'est un centre hospitalier des quartiers est de Marseille, quelqu'un qui m'a mis un piège encore. Ce n'est pas un désert médical, et la taille humaine, comme on dit habituellement, de cet établissement permet une certaine collégialité et même convivialité. Alors, quelques principes sont inscrits dans le marbre du projet d'établissement, comme l'interdiction de la contention et l'ouverture de toutes les équipes de soins, de toutes les unités de soins. Seul 4% de l'établissement travaille comme ça, et c'est très confortable, et on essaye de promouvoir ce modèle partout. On est quand même à Marseille.
Et comme même le marbre nécessite un peu d'entretien, nous n'avons pas envie que notre projet d'établissement ressemble à une stèle. Nous essayons de réinjecter autant que faire se peut de la réflexion et du débat. On fait des EPP sur les programmes de soins. Autant qu'elles doivent faire des choses obligatoires, autant qu'elles nous intéressent. On fait un groupe éthique, on réfléchit sur la place des usagers. Et nous essayons d'ouvrir toujours plus l'hôpital à l'art, la culture et le sport. Bon, là aussi, nous conflits, nous disputons pour rien. Nous pourrions penser la mobilité d'un côté si tout était clos de l'autre, la circulation des idées si les personnes, elles, étaient empêchées, comment être dans l'accompagnement à un endroit du secteur, de la cité, s'il n'y a pas une profonde réflexion sur la contrainte. Et que serait la lutte contre la stigmatisation, qui est quand même aussi une des missions du CMP, si l'hôpital n'y participait pas. Bon, nous travaillons à ce que le CMP soit un lieu d'accueil, mais nous savons aussi que nous devons être mobiles. Nous allons à la rencontre avec notre identité. Nous acceptons de rester sur le pas de la porte si nous ne sommes pas les bienvenus, ou si certains ne se saisissent qu'un tout petit bout de ce que nous vous proposons. Non, nous n'attendons pas la demande, ce qui est la méchant reproche qu'on fait toujours aux CMP classiques comme nous, car nous savons qu'il est vraiment très difficile de demander quelque chose dont on ignore l'existence à des professionnels que l'on ne connaît pas, mais nous savons aussi reconnaître les refus et les accepter. Si nous n'employons pas le terme d'aller vers, c'est que justement nous ne savons pas très bien d'où il vient. Nous sommes un peu méfiants et peut-être réticents à ce que le vocabulaire du monde de l'entreprise et du management se glisse dans notre lexique médical et infine notre pensée. Nous allons vous dire pourquoi. Après tout, la psychiatrie a toujours été poussée au contrôle social et il faut de solides convictions pour y résister. Il faut l'aide de philosophes comme Foucault et Deleuze pour penser et percevoir les mouvements qui nous animent. C'est là où on vient au vocabulaire, qui recèle toujours des messages un peu cachés et qu'il faut aussi un peu entendre grâce aux sociologues. Ainsi, nous sommes passés d'un modèle disciplinaire où l'individu évolue d'un monde clos à un autre, famille, école, usine, prison, hôpital, à une société de contrôle qui gère l'agonie des lieux clos et repense un contrôle diffus, nomade, à l'air libre. L'entreprise a remplacé l'usine. Et donc Deleuze dit quand l'enfermement était un moule, le contrôle est une modulation. Quand l'usine était un corps, l'entreprise est un gaz. Et si le contrôle social était facile à identifier au temps des asiles avec les sauts de loup et les couloirs humides, il est maintenant diffus, dilué et porté par chacun de nous. Alors, autant le savoir, surtout quand nous allons à la rencontre de gens qui, eux, l'ont peut-être un peu perçu. Le CMP, les appartements associatifs, l'hôpital de jour, l'unité d'entrant et celle d'hospitalisation de semaine, autant de personnel médical, paramédical qui pensent, font, mettent en place des projets avec les patients que nous accueillons. Notre secteur, c'est le 8, Est marseillais et de communes voisines, c'est notre point d'ancrage. Parce que pour bouger, il faut savoir où on va et où on veut venir à la même manière qu'un bateau. L'ancrage dans le secteur, c'est notre appartenance, l'identité commune de différentes équipes pluridisciplinaires. Chaque équipe détient un petit bout du projet qui circule entre les unités pour la finalité d'un ailleurs possible. Cette mobilité commence par les soignants qui ont des fonctions sur au moins 2 unités, autant de petits chemins transversaux à emprunter. Alors attention, il nous arrive de brouiller les pistes. Il n'est pas rare d'entendre au CMP. Il est là le psychiatre ce matin? Et non, pas sur la structure, mais c'est lié à l'hôpital de jour. Et la psycho, Isa, elle est là? Mais non, on est vendredi, c'est les tilleuls le vendredi. Voilà, réunion de secteur. Mais qui prend le courrier pour l'hôpital de jour? Il n'y a personne pour Gaski? Ah bah si, il y a Amandine. Mais elle n'est pas au CMP, Amandine? Mais si, mais à mi-temps, mais aujourd'hui elle a la casquette de ski. Ah bon. Un petit bout de l'unité en nous, une circulation entre les lieux, les idées, pour assurer la continuité des soins. Les soignants de l'intra sont aussi sur d'autres structures. Oui. On ouvre alors un chemin pour faciliter la circulation des personnes qui prennent la même passerelle que nous et suivent ce fil invisible de l'intérieur de l'hôpital au dehors possible. Parce que lorsqu'il est déjà difficile de suivre le fil de ses pensées, de repérer ce qui est de soi, de ce qui est de l'autre, suivre les différentes étapes du parcours de soi,
relève parfois de l'exploit. Et l'on sait combien, le plus dur parfois, ce n'est pas d'aller à l'hôpital, mais d'en sortir. Plus particulièrement concerné par le réinvestissement de la cité, le CMP se déplace, quitte ses nuits, et en tout premier lieu pour aller chez les patients. Ce sont ce qu'on connaît tous, les VAD, classiques. Dans notre Peugeot au rétroviseur cassé, aux essuie-glaces douteux, nous voilà partis à 1, parfois 2. Mais l'infirmier se fait rare pour ce qu'on votera SD dans le dossier de soins. Dans visite à domicile, nous entendons ce terme courtois qui consiste à se rendre auprès de quelqu'un pour s'entretenir avec lui, prendre de ses nouvelles. Alors il y a les programmées régulières au domicile du patient, autour d'un arbre par exemple, ce qui crée l'occasion d'un entretien, voire l'entretien du domicile. Celle où on ira boire un café, en fermant les yeux sur la tasse qui n'a pas vraiment la couleur du propre. On ouvre des rideaux, des fenêtres pour respirer, voir le dehors pour s'ancrer un peu dans la réalité. On aperçoit un bout de parc, juste en bas de l'immeuble, un public, synonyme de jungle pour celui qui vit reclus chez lui. Alors on tente une promenade avec le patient, juste là, dans le quartier, armé de notre plus grand sourire et d'une pelote de confiance dans la poche, histoire de voir qu'on ne risque rien. L'inquiétude n'est pas à sens unique. Parfois, elle est du côté de nos pères, d'autres idéaux libéraux ou en institution. Il a été établi, par exemple, un partenariat avec les EHPAD du 12e pour le suivi des patients qui étaient auparavant suivis au CMP avant d'être accueillis chez eux. Nous allons à la rencontre à la fois des patients et de nos collègues pour faire le lien. Faire le lien entre nous, faire le lien entre eux, pour éviter les incompréhensions, les maladresses et maintenir cette précieuse continuité des soins nécessaires au mieux-être. Puis vient le vendredi, on visite aux 2 appartements associatifs qui ont pris quelquefois des allures de Koh-Lanta urbain lorsqu'il a fallu s'armer de courage et de pugnacité pour éradiquer un problème de cafard. En ce moment, on est plutôt en mode Bob le bricoleur. J'ai des enfants, c'est pour ça, c'est pas top. Pour aider un problème d'antenne télé et la socialisation, la convivialité, l'enthousiasme et l'excitation à Marseille, c'est souvent aussi une histoire de balle. Et qu'en est-il des visites obligées? Celles qui font suite, par exemple, à un signalement de l'ARS. Pour être honnête, elles ne sont pas si nombreuses et c'est un véritable challenge à relever. Il s'agit alors d'aller vers l'autre qui ne veut pas ou ne peut pas et l'inviter à nous inviter. On annonce, on s'annonce, on explique qui on est, on propose et parfois la porte ne reste pas close. Alors, penser la mobilité du côté de l'institution n'est pas une entreprise facile. L'institution a tendance à se confondre avec l'institué et par glissement avec l'immuable. Dans ce sens, nous entendons mobile comme un adjectif qualificatif et non pas comme un nom. Je vais reprendre rapidement une définition légale. L'institué, c'est un système, c'est l'établissement des procédures économiques et de prévision actuelles, des valeurs dites normales, alors que l'instituant, c'est ce qui s'oppose à l'institué, c'est la contestation, la révolte, l'imagination et l'innovation. Deleuze, oui. Laurent. René Laurent. Donc, cette opposition explique en partie cette dialectique très conflictuelle de l'institution qui oblige un peu les collectifs institutionnels à un perpétuel grand écart, une nouvelle formation des compromis qui peut devenir compromission entre les sujets et la norme et entre 2 logiques de travail qui sont un peu différentes, la logique institutionnelle et la logique d'établissement. C'est à partir de cette idée-là que l'institution est pensée plus comme un logos, c'est-à-dire comme la parole, plutôt que comme un topos. Les CMP, il fait partie de l'institution parce qu'il fait partie de cette clinique qui circule dans la parole plutôt que comme un lieu physique. Les soignants et soignés circulent parmi les unités de soins, et à ces mouvements institutionnels que nous appelons volontiers mobilité n'est pas la simple articulation du dehors et des dedans, que les frontières en fait ne sont pas si claires. Et pour illustrer cette topologie, nous allons peut-être emprunter à Lacan son utilisation de la barre de Moebius. C'est quelque chose qui nous parle, mais c'est une bande coupée sur le milieu qui se transforme. Donc en fait c'est une bande sur laquelle on peut que rester en mouvement, où les bords ne sont pas vraiment précis. Et la bouteille de crin, tu connais? C'était pas très adapté. C'est la même chose en 3 dimensions. Cette bande, elle est tordue sur elle-même.
Et ce que je trouve intéressant à penser, notamment dans nos réunions des secteurs, c'est le fait de travailler sur la torsion et non pas sur l'uniformisation, parce qu'il faut savoir que chaque unité a un peu sa manière très singulière de travailler. Et que cela nous permet peut-être de revenir aussi sur nos lignes de fuite. Donc ainsi est possible de penser les unités extra-hospitalières comme des parties du même trajet, de la même bande, sans tomber dans le piège du contrôle continu et de la maîtrise dedans et du dehors. Et pour ne pas faire dans un idéalisme naïf, j'avais une citation de Bonafé, mais je vais pas vous faire toute une citation quand même. Pour ne pas rentrer dans un idéalisme naïf,